numéro 28. Aujourd'hui, on vous parle de Jumanji. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Toddini. Et pour parler de Jumanji, on a invité deux habitués, mais maintenant vous commencez à vous y faire, hein, vous connaissez bien les studios. On a Marvin de Sèvres qui est à nouveau là. Salut. Oui, salut les petits amis. Mais cette fois-ci, on va pas parler de films d'horreur. Ah non, ça, oui. ça va te changer. Ça va oui, ça change, c'est vrai. Ça change, ouais. Et aussi Marine Labourie, Celle qui fait partie des meubles, hein, je pense. qui fait partie des meubles, je suis là. qui est là à tous les événements qui se passent dans ces locaux. Avec une canette de jupe. Avec une grosse canette de Jupiler. Mais oui, merci encore de m'inviter en tout cas. Et merci d'être là. Je vais commencer cet enregistrement par vous parler de Jumanji. D'où est-ce que ça vient, Jumanji ? Au départ, c'est un roman de Chris Van Allsburg qui est sorti en 81. Est-ce qu'un de vous l'aurait lu ? Absolument pas. Absolument pas. Ben, De moi non mon plus. côté, moi non plus. Et vous Non, saviez non, que ça désolée. adaptait un bouquin ? Moi, en préparant le sujet, oui, Ouais. j'ai entendu parler. En fait, je pensais que le film venait de la série animée, mais pas du tout. Donc Ouais, voilà, ouais, petite, c'est ça. Pareil, petite j'avais confusion. la même confusion que Marine, mais non, aucune idée qu'il y avait un bouquin. D'ailleurs, je me suis dit, mais il faut le lire, peut-être ce Oui, bouquin, mais on n'a moi, pas eu je le temps. l'ai. Je pense qu'on n'a pas eu le temps. Je l'ai. Ah, je ne l'ai et tu jamais l'as lu. Ah non. Ça fait partie de mes nombreux bouquins sur une étagère qui font joli, Oui, là, oui, tu oui. vois. En fait, qui Caroline sont Poisson couleurs. ici a plein d'objets en lien avec Jumanji et elle n'en a pris aucun. C'est voilà. C'est parce que j'ai le jeu aussi que je n'ai pas pris. J'ai le costume d'Alan que j'ai créé il y a quelques oui, années avec la carrément, barbe, mais je ne l'ai pas pris. Toujours non plus. pas. Ouais. Non. Dans le livre, au départ, donc Judith et Pierre sont deux petits-enfants et leurs parents sortent et les laissent à la maison. Ils vont se balader dans le parc en face et ils trouvent un jeu, Jumanji. Ils sont donc entraînés dans un univers fantastique et les animaux sauvages vont s'échapper du jeu et envahir la ville. Ça, c'est le pitch de base du bouquin. L'auteur a eu l'idée du livre après de longues parties de Monopoly. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Monopoly quand on était petit, c'était chiant. Je déteste ce Oui. jeu vraiment. Méga c'est long. super ouais, chiant. ouais, ouais. Et il a fait tellement de parties de Monopoly quand il était petit, ça l'emmerdait tellement et ça lui a On le donné l'idée comprend, d'un... on le Bah oui, on le Il comprend. imaginait des banquiers qui sortaient de... Des mecs de droite, quelle horreur. Vraiment. Mais j'ai cru voir une publication sur le Monopoly tout à l'heure sur Instagram avec des chiens ou je sais pas quoi, mais est-ce que c'était un... Non. Je sais pas si c'était un fake ou une... Bah, il y a le vraie Monopoly idée. belge, le Monopoly européen Disney, peut-être qu'il y a le Monopoly canin, je sais pas. Oui, ça doit être une variante qui doit Écoute. possiblement exister, oui. Pourquoi pas. Et donc, il a eu cette idée quand il était enfant, et puis il a écrit ce très sûrement joli bouquin que je n'ai donc pas lu. Le producteur Peter Guber a contacté l'auteur. Le producteur, c'est le producteur aussi des Sorcières d'Eastwick de Batman et Batman le défi de Tim Burton. Il a contacté l'auteur et l'auteur dit ok, mais il fait une ébauche de script où il modifie déjà un petit peu l'histoire. La boîte de prod Tristar accepte de financer le film uniquement si Robin Williams joue dedans. Robin Williams Le vent en poupe, lit le hein. script. Le vent en poupe à l'époque. Hein, Ouais, Robin le vent en Williams, poupe. Hein, c'était à quelle époque par rapport à... Il avait- Sa dépression, tu veux dire, par rapport... Par rapport à ça, C'était quand Parce que je comprends pas où tu vas en venir. Non, tu dis il a le vent en poupe, mais je dis c'est l'époque de quel autre film Mais c'est pas Non, non, Mystic Fire, c'est pas plus ou moins. C'est même quelle époque année Moi, j'avais l'impression qu'on n'était pas très loin de Will Hunting à ce moment-là. Ah Ouais, oui, Will Hunting, oui, c'est vrai. ça. Ouais, je pensais à Hook aussi, peut-être. Je sais Ouais. pas Ouais. si, Ouais, ou- Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était, Ça fait- on le voyait comme un acteur bankable en fait à l'époque. Oui, oui. Tu vois. Alors que de base, au moment, c'était pas lui qui devait jouer le rôle. Exactement, en premier. exactement. Parce que justement, est-ce que... Alors, je vais vous citer un petit peu tous les noms qui ont été proposés pour jouer Alan. Et vous me dites si vous auriez vu ou pas cet acteur. Danny DeVito. Tom Hanks. Oh, Alors, oui, je pense Ouais, qu'on clairement, peut le mais faire, mais je trouve qu'il joue un peu le rôle d'Alan après quand il est Seul seul au monde. sur son île, voilà, c'est ça. Avec son ballon. Non mais à fond. ouais. Mais c'est clairement le personnage Clairement, d'Alan. clairement, ouais. Est-ce que vous auriez vu Dan Aykroyd? Dan Aykroyd. Pas mal, Ouais, hein. franchement, ouais. Ouais, moi je l'aurais bien vu. Ouais. Ça peut le faire, ouais. peut le ça faire. Bruce Willis. Non, Ah non. non. Enfin non. Enfin, ça Enfin, dépend. Bruce Willis Ouais. dans le remake alors. Dans la suite. Oh oui. C'est pas un remake, c'est une suite. Mais Ah oui, oui, oui. Oui. Bruce Willis dans le remake, oui. Michael Keaton. Non, pas du tout. Ah non. Étrange, hein. Non. Bah, à mon avis, niveau producteur, tu sais, vu que Ouais, c'était le ouais. producteur de Mhm. Batman. Chevy Chase. J'aurais C'est qui adoré voir Chevy Chase. Si, celui qui joue dans Bonjour les vacances. Non. Tu vois pas? Je Dans suis l'homme trop à- jeune. Genre L'homme Bonjour les invisible vacances, aussi, dans enfin, le... les aventures de l'homme invisible de Carpenter, je pense. Ah, je vois Chevy pas Chase. du tout. Ouais. Ouais, Daryl il joue- Hannah, il je joue crois que c'est ici lui. récemment dans la série Community. T'as pas? D'accord. Non, t'as pas vu Community? Si, mais Pierce.
C'est D'accord. Pierce dans Ah. Community. Ok. Ah bah Vincent non plus ne l'avait pas, donc Ah. je suis pas la Non, seule. c'est Ceviche. Et il joue aussi dans Bonjour des vacances, puis après c'était le sapin à les boules. Le sapin, les boules, Le oui. sapin à les boules. Enfin bon, voilà, Ceviche. Il monte- Ok, mais Tu vois qui qui joue c'est le connard dans Community. Oui, qui Ok. joue Pierce. D'accord, Mais oui, pour oui. nos auditeurs, c'est Marvin qui monte gentiment la tête de Ceviche et sa marine. Alors, Sean Penn, Oula, étrange. ah, c'est bizarre ça. Étrange, Ouais. Sean Ouais. Penn. Bah, Vraiment, surtout à l'époque, en fait. À Il y a l'époque, maintenant, ouais. pourquoi pas, mais dans Maintenant qu'il est un peu beau, pourquoi pas. Mais Mais... oui, voilà, c'est ça. Alors, Kevin Costner, What the fuck. improbable. Alors, par Euh, contre, j'aurais vu le film différemment, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que. Kevin Costner, là, il est devenu beau gosse, hein, à quasi 80. Je sais pas quel âge il a, mais il est mieux maintenant. Richard Dreyfus, incroyable. Ouais. Ouais, bizarre aussi. hein. Ça part quand même dans tous les sens. Hein, ouais. Michael Douglas. Oh non, mais... Non, pas du Non. tout. Mais trop vieux, même à l'époque. Enfin, je sais pas. c'est- Rupert Everett. Hop. Étrange. Mais il faut Ouais. voir en fait à quel point il est bon dans le registre comique aussi. Tu Rupert vois, Everett parce est que- drôle, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Il y a Ouais, moyen. oui. Ouais. Mais il a pas C'est- ce c'est petit ça, gros-papa. C'est surtout en cette barbe. question-là en fait que je me pose. Ouais, ouais. par rapport Alors à là, un qui va plaire à Vincent, Harrison Ford. Écoute, ça. Oh non, ça aurait été, ça aurait été étrange. ah, moi je Mais je pourrais sais bien pourquoi. faire. Je sais pourquoi. Mais oui. Parce que Joe Johnston est. Enfin, je vais y revenir, hein, mais Voilà. ouais, Moi, ouais. j'aurais bien vu s'il sortait le fouet, tu vois. Harrison Ford avec son fouet et son T'aimes petit bien, hein. chapeau. Ouais, j'aime bien ça. Sean Connery. Mais un peu vieux. Oui, Bill peut-être. Paxton. Oui, Bill Paxton improbable. complètement. Non, Bill Paxton complètement. Oui, je l'aurais effectivement, compris. ça peut le faire. Ouais, je trouve que Bill Ouais. Paxton Mais c'est c'est vrai assuré. qu'en fait, il a un. Ouais, mais c'est parce que moi je vois le Stywell. C'est compliqué. Mais Ouais. Bill Paxton, il a pas joué aussi dans un film où il est aussi avec des très longs cheveux. Non, rien à voir. J'ai cette image en tête. Moi, mais- je vois surtout Lost Highway, Casper et ce Grudge, tu vois. Ah oui, non, rien à voir. Et ouais. Un plan simple aussi de Sam Raimi là-dedans. Ah je oui. crois, Ouais. Bill Paxton. il me Ouais, semble. maintenant Il a les c'est cheveux plus, c'est plus Mais dramatique. pas les cheveux longs. Non, mais c'est moi, plus il- dramatique. non, Mais moi, Bill il- Paxton, je le connais comme acteur, je veux dire, dramatique, comique. Ouais, Mais oui. parce que- pareil. Mais physiquement, je trouve que Mais ça physiquement, pourrait il y a coller. un truc. Ça pourrait Ouais. coller. Et comme Punk qui se fait tuer dans Terminator 1. Ah Également. Oui, Ah, aussi. oui. Très important. Dans sa carrière, très important. Ouais, exact, exact. Alors, encore deux. Alec Baldwin. Oh non. Ouais, Bof. pas- ouais. Et. Évidemment, Le meilleur. Schwarzy. Ah Eh ben ça, moi je trouve que ça Ah. aurait été éventuellement audacieux. Ça aurait amené Mais autre oui, chose, mais ça aurait Quand tu été vas dans la audacieux. fille à la maternelle, ça colle Mm. totalement. Ouais. Donc, Puis quand tu Oui, vois mais je qu'il- peux pas accepter que Schwarzy, même gosse, il se fasse bully par des types en vélo. Ça, je peux Ouais. pas croire. Mais c'est pas lui qui aurait joué l'enfant, tu Oui, vois. bien Ça sûr, aurait oui, pas oui. été le même. Oui, et est-ce qu'ils auraient trouvé un enfant avec un accent autrichien aussi? Ça, c'est la question. Bien, enfin si. Suis-moi avec ton gros vélo. donc Tristar décide accepte donc de financer le film, si Robin Williams joue dedans. Mais Robin Williams, il lit le script et il aime pas du tout. Il dit ah non, moi ça m'intéresse pas du tout. Donc le scénario a été réécrit par un trio, Greg Taylor, James Twain et Jonathan Henley. Pourquoi est-ce que Vincent va aimer que ce soit Jonathan Henley qui ait écrit le scénario? C'est le scénariste de Die Hard, Rock, Les Ailes de l'Enfer, Hmm. Armageddon, Tim Michael Il y Bay a- pour la il vie, y a- hein, évidemment. Donc voilà, ils se disent ok, donc Robin Williams dit ok, mais le réel a un petit peu peur, il se dit merde, Robin Williams c'est quand même un peu flippant parce qu'il est très très connu pour improviser et donc il était un peu flippé. Mais apparemment, il aurait quand même assez respecté le scénario en trouvant que quand même au niveau du scénar, il y avait des choses qu'il fallait respecter pour que l'histoire soit cohérente. Justement, le réel, Vincent. Oui, alors oui, Joe Johnston, je vais dire un petit mot là-dessus, mais en fait, comme je te disais, ça m'étonne pas qu'à un moment Harrison Ford ait été envisagé pour le rôle principal de ce film, parce que Joe Johnston, à la base, c'est surtout quelqu'un qui s'est fait connaître grâce à un duo de réalisateurs qui est George Lucas et Steven Spielberg, parce qu'en fait son principal premier grand fait d'armes, c'est d'avoir bossé comme concept artiste et directeur artistique sur la première saga de la Guerre des Étoiles en réalité, et donc c'est quand même quelqu'un qui est avant tout connu pour ça, et qui après restera dans l'escarcelle de George Lucas, notamment en bossant sur Indiana Jones et puis tout un tas de productions liées à George Lucas, notamment Howard the Duck. Je pense Ouais, qu'il a bossé sur Howard the Duck. tout à fait. Faut qu'on se le fasse en short. Oui, tout à Ouais, fait. c'est Ouais, cool. ça Ouais. sera drôle ça. Ouais. Et en fait, c'est vers la toute fin des années 80 qu'il va commencer à se pencher vers la réalisation, parce que c'est... alors j'ai vraiment cette sensation quand je pense à John Johnston, d'avoir un type qui est un peu doué dans tout. Tu vois, et donc le gars effectivement à un moment très vite va vouloir se pencher à la réalisation et se retrouvera à réaliser un film assez culte de la fin des années 80 qui s'appelle Chérie, j'ai rétréci les gosses, et qui va être
être un succès, un vrai succès, alors critique je sais pas, mais en tout cas public. Ça. Et à partir de là, sa carrière sera lancée. Il y aura 2-3 petits contrepoints dans sa carrière de réalisateur, mais alors ce qu'on peut en retenir, c'est le fait que très rapidement, je crois que c'est son 4e film, il signera Jumanji, qui là aussi est pas forcément un succès critique, mais qui va être là pour le coup un vrai succès populaire. Moi je le connais notamment parce qu'il y a eu une très large exploitation en termes de VHS et donc de support physique, et c'est comme ça que j'ai connu en fait Jumanji. Je vous coupe déjà l'air sous le pied donc en répondant à cette question, mais voilà, ça part de là. Et en fait c'était aussi quelqu'un qui aimait explorer énormément les genres, et notamment pas mal se diriger aussi vers le cinéma d'aventure. Moi je pense notamment à Hidalgo, que j'aime beaucoup. C'est un film d'aventure, je trouve, un peu sous-estimé, qu'on oublie un peu vite, que ce soit dans la carrière de Joe Johnston, mais aussi de Viggo Mortensen, qui sortait du Seigneur des Anneaux et qui allait faire ça, et que je trouve vraiment génial. Et alors, c'est peut-être aussi le réal qui a su faire l'un des seuls films de l'ère Marvel que j'apprécie vraiment, qui est le premier Captain America. Où il traite vraiment très fort de la question de l'icône de propagande qu'est Captain America. Et John Johnston, je trouve qu'il a une carrière super intéressante à ce niveau-là. Mais oui, on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, comme tu dis, sa manière de filmer l'aventure et la dynamique. Je trouve qu'il amène vraiment une super dynamique dans le montage, vraiment un mouvement aussi dans ce qu'il filme. Et c'est très agréable de suivre ça. Et là où je voulais en venir, en fait, en disant que c'est quelqu'un qui a un peu touche à tout et qui a l'air un peu doué dans tout, c'est que il met vraiment sur pied des projets qui ont pour vocation de pas mal utiliser les effets spéciaux et d'être aussi avant-gardiste visuellement et dans le concept. Par exemple, je pense évidemment à merde, j'ai encore oublié le titre. Donc ce gamin qui se retrouve dans un monde littéraire. Richard au pays des livres magiques. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Et ça aussi, c'est tout un concept. Voilà, c'est un peu comme Zemeckis qui fait du Roger Rabbit à un moment. C'est que c'est aussi des excellents techniciens en fait en termes d'effets spéciaux. Richard au pays des livres magiques, il a eu pas un grand succès, j'ai l'impression, à l'époque. Moi, oui, ça, je pense qu'on est plutôt dans des contre-exemples de réussite. Mais c'est un film incroyable. Mais par contre, mais qui est assez fort réévalué aujourd'hui. Oui, qui a acquis un statut, j'allais dire. Il a acquis un statut. Voilà, oui. La scène où il entre dans le monde animé, je l'ai regardé récemment pour voir la technique d'animation utilisée, c'est fou. Et puis on en parlera aussi pendant Jumanji, mais je trouve que c'est aussi un film même pour enfants, mais qui fait réellement peur. Moi, il y a des scènes de ce film-là qui me font flipper énormément. Ça parle aussi énormément de la peur, du fait de dépasser sa peur, thème qu'on va retrouver aussi après dans Jumanji. Et moi, j'aime bien cette manière de filmer ça. Justement, le film. Oui, je te laisse. Tu nous le résumes? Ah oui, c'est moi qui dois le résumer. Oui, c'est vrai, c'est moi qui dois le résumer. Pardon. Donc le film commence en 1869, jadis, naguère. C'était naguère. Il y a deux garçons qui enterrent une grosse malle comme ça. Ils se disent j'espère que personne ne va la trouver. Quoi. Vous savez faire le bruit sur la table? Quelqu'un sait le faire là. Ah ouais. Mais non. C'est pas ça? Ça va trop vite. Non, ça, c'est... Pop, 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 pop. C'est bien. Et donc hop, on est 100 ans plus tard, le jeune Alan Parrish est un jeune garçon qui est légèrement harcelé à l'école. Franchement, on a un peu pitié, quoi. Il me fait beaucoup de peine. On sent aussi que la relation avec son papa est pas super clean, quoi. Son papa, il est propriétaire d'une usine de chaussures. C'est un capitaliste. C'est lié. On en revient au Monopoly. C'est lié. D'ailleurs, Alan va faire un peu une merde dans l'usine de son papa avec une chaussure. Qui va détruire une chaussure prototype. Une chaussure prototype qui va détruire, et d'ailleurs il va un petit peu se rattraper après, mais bon. Bref. D'ailleurs, l'acteur qui joue le papa, c'est également, à mon avis, un acteur que Vincent aime beaucoup parce que il joue dans La Momie. Oui, effectivement, ouais. C'est trop bien La Momie, Caro, arrête. Pour nos auditeurs qui m'emmerdent, non, on ne fera pas La Momie. Jamais. Demandez-lui en message privé. Marvin est choquée. Non, je déteste, arrêtez. Si, je joue dans Titanic aussi, je joue dans Titanic. Oui, dans Titanic aussi, c'est vrai. Non, La Momie, c'est trop bien, vraiment. Oui, c'est trop bien. C'est moi un peu la peur. On va faire un podcast, un popcorn momie. Spécial momie. Vous allez m'embarquer chez moi dans un vieux sac. Vous allez me momifier. Tu vois la malle qu'ils ont enterrée, ce sera toi. Tu seras dedans. Donc, il a quand même pas mal de problèmes avec son papa. Et un soir, ses parents sortent et il le laisse à la maison et il décide de fuguer. Et Sarah arrive pour un petit peu le réconforter parce que Sarah, c'est à moitié la petite amie du méchant, du mec qui l'a embêté avec son vélo, machin. Et elle vient chez lui et ils vont jouer à un jeu que donc Alan a trouvé
enterré quelque dans des part. travaux. J'ai l'impression que mon résumé n'était pas très clair, mais enfin, vous avez tous vu Jumanji, donc on s'en fout. Et donc, Alan va lancer les dés, va se faire aspirer par le jeu devant une Sarah terrorisée qui va s'enfuir en courant. En se faisant poursuivre par des chauves-souris. En se faisant poursuivre par des chauves-souris. Et tu sens que ça va causer un gros trauma pour plus tard. Et on se retrouve 26 ans plus tard où les deux petits Judy et Peter, joués par Kirsten Dunst, toute jeunette. Oui. Et j'ai oublié le nom de l'acteur qui fait le petit garçon, mais qui n'a pas fait grand-chose. Ils emménagent dans cette vieille maison avec leur tante, parce qu'ils sont orphelins. Et ils trouvent le jeu et vont libérer Alan de la jungle. Dans la maison, mais en libérant Alan, ils vont devoir absolument finir la partie, parce que la partie doit continuer. Mais la personne qui doit jouer, c'est qui ? C'est Sarah. Donc c'est la merde. C'est quoi votre premier souvenir avec ce film ? Marvin, premier souvenir de Jumanji. Alors, premier souvenir de Jumanji, je rejoins un petit peu Vincent sur quand tu as parlé des supports physiques, etc. Parce que moi, mon premier souvenir, c'est en VHS en fait. La VHS, bah oui. La VHS avec le. Je sais pas si tu avais aussi ce côté un peu 3D en fait, comme ça, avec les animaux qui sortent. Alors, je l'avais déjà vu en magasin, mais c'est pas celle-là que j'avais. Par contre, j'avais la même pour Independence Day. J'avais Independence Day. Génial. Mais donc déjà, tu tombes sur une VHS comme ça quand tu es gamin, c'est juste incroyable. Et c'était avec le troupeau qui chargeait, je suppose. C'est ça. Et alors tu avais aussi la tête de Robin Williams qui, je pense, souriait et avait un air un petit peu effrayé en fait quand tu jouais un petit peu avec la jaquette comme ça. Et je me demande s'il n'y avait pas aussi une paire de dés fournis avec. Mais c'était très mal amené de ma part, j'avoue. Non, mais on aime c'était bien. Une paire de dés en fait. Mais je ne sais plus à quoi ça servait, mais je me souviens qu'il y avait un autocollant sur la jaquette comme quoi il y avait aussi une paire de dés comprise dans le. Mais si tu veux jouer au dé, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et t'avais un rhinocéros sur le dé. Enfin bref, il y avait moyen de s'inventer un petit jeu comme ça. Bon. Et donc déjà, VHS complètement incroyable. Enfin déjà le support en lui-même est déjà incroyable. Et alors après le film, moi ça faisait vraiment partie des films. Vraiment de mon enfance en fait, parce que je le mettais vraiment, je le classais aux côtés de Casper, de Richard au Pays des Livres Magiques, par exemple, on en parlait. Casper, Hoop aussi par exemple. Donc c'est un petit peu tous ces films déjà qui m'attiraient parce qu'il y avait chaque fois un petit peu des éléments quand même un petit peu fantastiques, un petit peu effrayants finalement. Ce bruit qu'on entend, enfin la première scène, moi je trouve qu'elle est vraiment elle est vraiment super effrayante avec le bruit qu'on entend. Ça se passe dans la brume, dans une espèce de cimetière comme ça, ils enterrent la malle. Donc bref, il y a des éléments comme ça de films d'horreur qui forcément, vu que moi j'adore les films d'horreur. Oui, il maîtrise ses affaires. Le côté que Dieu ait pitié de son âme. On sent qu'il y a tout un truc. Et puis c'est aussi, je pense que je m'identifiais aussi fort au personnage parce que c'est un film que je regardais presque une fois par semaine, tous les dimanches après-midi avec ma sœur. Et donc je pense qu'on s'identifiait fort aux deux personnages du film. Et donc il y a tout un côté vraiment très 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 nostalgique, et quand je le revois encore aujourd'hui, le côté subsiste quoi. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi c'est quand même quelque chose que c'est un film très précieux en tout cas pour moi. Et toi Marine? Ben moi, en fait, c'est aussi un film précieux, mais c'est un film dont j'avais très très peur quand j'étais enfant. Donc je l'ai pas vu tout de suite, par exemple, je l'ai pas vu trop jeune. Par contre, j'ai vu beaucoup la bande-annonce, notamment, je pense sur les VHS, avant, il y avait aussi des bandes-annonces pour d'autres films. Et donc je voyais cette bande-annonce, mais ce côté... animaux beaucoup trop grands, etc. me terrifiait. Chose aussi qui me terrifiait, c'était les araignées. Je suis hyper fort à... Maintenant ça va mieux, mais avant j'étais très arachnophobe. Et... Oui, alors mais pas dans ce film, et je reviendrai pourquoi tout à l'heure. Mais en gros, pour résumer, elles sont très mal branlées. Oui, tiens, comme certains autres. Elles sautillent un peu comme ça sur place. Hein. Mais Jumanji, film pour enfants. Je bois de l'eau, attends. On parle de boules, on parle mais justement, de quand j'étais petite, tu branlais mal. Déjà, c'est ce que mon père me dit, mais non. Je vais couper tout ça. Hein. Mais non, c'est moi qui fais le montage. Pardon, je me reconcentre. Continue. Non, mais je ne posais pas autant mon attention sur les effets spéciaux. Donc, par exemple, c'est quand adulte, j'ai revu le film où je me suis dit, ok, il y a un problème avec les effets spéciaux, mais quand j'étais petite, vraiment, l'aspect, émerveillement fonctionnait énormément sur moi. Donc voilà, quand j'étais petite, il y avait l'aspect peur, puis vraiment je l'ai découvert, et là il y a eu l'aspect émerveillement. J'ai été tellement fan que j'ai aussi mangé énormément la série animée que je regardais mais tout le temps. Ah oui, j'enregistrais tous les épisodes, j'étais hyper fan, et j'aimais bien justement l'opposé, le fait d'aller dans le monde. Ouais, on en parlera aussi. Je trouvais que ça dégageait plein d'autres thématiques.
Et alors, je l'aime aussi en étant adulte parce que, comme je disais un petit peu en intro, ça parle vraiment une des thématiques qui m'est le plus chère au cinéma, à savoir la peur, les traumatismes, comment est-ce qu'on s'en sort finalement, les rapports aussi parents-enfants, et comment on arrive à surmonter tout ça finalement par le courage, par l'affrontement. Donc voilà, aussi film nostalgique. Ouais, moi j'aurais tendance à te rejoindre sur les questions des thématiques en fait. Maintenant que tu le dis, il y a toute une série de thématiques. C'est vrai que il a fallu que tu le mentionnes, mais je me rends compte que c'est effectivement un peu comme toi. C'est des thématiques aussi qui me sont plutôt chères. Mais alors en gros, moi comme Marvin en réalité, j'ai découvert le film très très jeune avec la VHS. Et en gros, c'était une des 3 VHS qu'il y avait chez ma grand-mère et que je regardais sans arrêt. Donc en gros, j'y allais tous les week-ends et Jumanji facile, je regardais une fois toutes les 2 semaines. Donc je sais pas combien de fois j'ai dû le voir, c'est un peu comme toi. Et en gros, il y en avait 3. Il y avait Jumanji, il y avait Men in Black et Le Magicien d'Oz. Et je sais pas pourquoi, c'est Le Magicien d'Oz que je ne retiens plus. J'ai plus de souvenirs du film. Ah ouais, là, par contre, aucun rapport les uns avec les autres. Ah ouais, non, c'était ces 3 cassettes-là. Par contre, Men in Black, je connais par cœur et Jumanji, je connais par cœur. À tel point que, il y a quelques années, Caroline avait diffusé. Donc, il y a un ciné-club liégeois qui s'appelle le Pirate Movie Club qui existe depuis des années et elle avait diffusé une fois le Jumanji et je me souviens encore pendant la projection, je disais toutes les répliques avant les personnages, toutes. Et donc mon costume, alors tu t'en rappelles, mon beau costume d'Alan. Si, avec la barbe et tout, ouais, c'était trop cool. Oui, je me souviens. Oui. Et est-ce que tu savais à chaque fois dire justement les phrases qui sont dans le jeu? Donc les règles du jeu ou pas spécialement? Non, mais en fait, en gros, c'était pas toutes les répliques, mais non, les énigmes, effectivement, il y en avait peut-être 1 sur 2 dont je me souvenais vraiment bien, parce que voilà, il y a certaines qui imprègnent plus le cerveau que d'autres, j'ai l'impression, et d'autant plus que là, j'y reviendrai aussi. Hein, d'abord, je laisse la parole à Caroline, mais il y a ce côté très très ludique du fait qu'il y en a beaucoup de ces règles-là, et que ça participe aussi à l'attrait du film pour moi. Alors, je vais faire la vieille. J'ai vu le film au cinéma. Wow. Ça va, 95. En 95. T'avais 16 ans, vous étiez... ça Ta gueule. vous étiez nés, vous, en 95, quand même. Ouais, quand même. Je l'ai vu au cinéma. C'était au cinéma de l'Opéra, pour les Liégeois, dans la petite salle. J'ai vu Harry Potter là-bas. Trop bien. Et je l'ai vu avec mon papa, qui m'emmenait voir tous les films tout le temps. Donc, je passais ma vie au cinéma, ça a un petit peu forgé mon goût pour le cinéma, et on en parle souvent dans ce podcast, parfois des films pas du tout adaptés à mon âge que j'ai vus au cinéma. L'Exorciste. Misery, pas au cinéma, mais je l'ai vu, j'avais 10 ans, donc vous savez. Et donc j'ai découvert ce film avec mon papa, et je me souviens que la scène où le flic et la tante vont à la porte à l'extérieur et que les portes s'ouvrent et qu'il y a l'eau qui vient, je me suis recroquevillée dans mon fauteuil, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu l'impression dans cette grande salle, enfin la salle n'était pas grande, c'est vraiment la petite salle de l'opéra, ça m'a tellement impressionnée, j'ai eu cette eau dans la tronche, vraiment c'était la 4D direct quoi, tu vois, 95 4D, même pas du tout. Et ce film m'a vraiment énormément marqué, donc après directement j'ai eu la VHS, et je l'ai poncé aussi cette VHS, mais d'une force. Moi j'avais un coffret, alors j'avais Men in Black, Hook, il y a peut-être un lien, Jumanji et Rencontre du troisième type. Ah ouais. Voilà, d'accord. Il y a un truc avec Men in Black. Il y a un truc Men in Black Jumanji, il y a un lien. C'est production Spielberg. Oui, mais alors ils avaient fait un coffret où ils avaient mis en grand Spielberg. Je l'ai encore à la maison, mais t'es là. Vous essayez un peu de vendre le truc, mais là, c'est pas comme si c'était le réel des 4 films. Mais du coup, c'est le problème parce que maintenant, les gens ont l'impression que Spielberg a fait tous les films. Exactement. Tous les films de ton enfance, c'est Spielberg. J'ai ce coffret à la maison, ça me fait beaucoup rire parce que tu vois, mec, le merchandising du coffret est un petit peu trompeur parce que moi, quand j'étais petite, pour moi, c'était un film de Spielberg. Tu vois, je ne comprenais pas. Il y aura un lien à faire entre Jumanji et un autre film de Spielberg important, notamment dans son utilisation des effets spéciaux et notamment des effets spéciaux numériques. Oui, j'avais. Mais en fait, la boîte d'effets spéciaux, c'est la boîte d'effets spéciaux de George Lucas. Ah d'accord. Comment ça s'appelle encore Industrial Light and Magic. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je l'ai lu juste avant. Il y a aussi quelques animatroniques quand même dans le film. Dont les araignées. Dont les araignées, exactement. Enfin, sauf les araignées. Mais comme vous, moi, ce qui m'a parlé dans Jumanji, moi, c'est le rapport avec le père. Et alors, c'est toujours un peu tristoun comme histoire, mais je l'ai vu au cinéma avec mon papa, puis j'ai perdu mon papa. Et en fait, de revoir à chaque fois ce film que j'avais vu au cinéma avec mon papa,
mais avec 2 enfants qui avaient perdu leurs parents. Moi, c'était vraiment un film qui résonnait, j'avais pas de petits frères ou petites sœurs avec moi dans la maison, mais j'avais vraiment ce lien aussi avec ce film assez fort, et de voir comment tu pouvais un peu trouver, on en reparlera quand on parle du film, mais il a ce problème avec son père qui est joué par le même acteur, le méchant dans le film, mais j'ai lu en préparant le sujet que c'est une... Oui, tu n'as pas mentionné dans le résumé qu'il y avait un méchant qui s'appelle... Il y a un méchant qui s'appelle Van Pelt, qui poursuit Alan dans le jeu. Son but, c'est de le tuer, en gros, de lui dégommer la gueule. Et il est joué par le même acteur qui joue le papa d'Alan. Et en préparant le sujet, il y a apparemment, donc c'est une tradition théâtrale, c'est la tradition théâtrale de Peter Pan, donc Peter et Wendy, qui est la pièce de Barry, qui est beaucoup moins sympathique que le film de Disney. Hein, la vraie histoire de Peter Pan, c'est pas ça. Et c'est une tradition dans la pièce que c'est le même acteur qui joue le père de Wendy et le capitaine Crochet. D'accord. Ah ouais. Et ici, la tradition est refaite ici, donc c'est le même acteur qui joue le Van Pelt et le père. Et je trouve qu'il y a un très... Alors, ça reste simple, ça reste simple mais efficace, en fait. Ouais. Mais pour l'enfant que j'étais, ça fonctionnait parce que je le voyais de façon super claire, et ça, c'était un des éléments marquants du film, justement, quand j'étais petit. Et tu vois aussi qu'Alan, c'est un petit garçon qui se construit sans l'amour du père, sans être à l'aise, et qui est un petit garçon dans un corps d'homme, qui doit se comporter comme un papa pour le petit Peter qui est là, et qui a aussi parfois des réactions un petit peu à côté, et puis après qui apprend aussi à grandir au contact d'enfants. Enfin, je trouve ça assez beau, et c'est déjà quelque chose qui me parlait quand j'étais enfant. Mais tu voulais parler d'un lien avec un film de Spielberg? Non, mais pour moi, je pense qu'on peut facilement faire des liens avec, avec Jurassic Park, bien réalité, sûr. qui est sorti 2 ans avant, parce que je trouve que vraiment dans sa gestion des créatures qui sortent du jeu, je pense qu'il y a vraiment un positionnement qui est ok, le numérique est là, on peut faire un tas de choses avec le numérique, mais on va pas tomber dans le piège du tout facile, du tout numérique, parce que justement c'est un film, comme je dis, à force d'allier sans arrêt les 2 techniques, il y a du floutage, et ce qui fait qu'à un moment dans le mouvement tu saisis pas forcément que le lion que tu vois est un lion numérique, parce que juste avant tu as eu une belle prothèse de tête qui est vraiment travaillée, et là pour le coup qui fait vraiment peur. Ça me terrifiait quand j'étais petit, l'apparition du lion avec la queue sur le oui. terrible, en plus effet dramatique super éculé, mais ça fonctionnait. La mise en scène est impeccable. Il y a une iconisation finalement de certains animaux comme ça. Et au final, quand tu le revois comme ça des années après, et que tu prêtes attention aux effets numériques, les effets numériques sont très datés, ça se voit, notamment les singes quand on les voit de loin. Beaucoup plus que dans Jurassic Park. Jurassic Park, je le revois maintenant, je trouve que ça marche. Oui, ici, mais ce que je voulais dire par là, c'est que comme le film est plutôt intelligent dans l'idée de ne pas complètement se reposer dessus, je trouve que dans le flux du film, ça fonctionne du tonnerre. Et c'est ça que je voulais un peu. Les singes sont vraiment laids, Ils sont vraiment et les araignées. C'est dur. Oui, et d'un côté, je trouve que ça renforce aussi l'aspect un peu effrayant, dans ce côté un peu Uncanny Valley. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de bizarrerie comme ça que tu as du mal à objectiver. Enfin, ça fait pas vrais animaux. T'as vraiment l'impression que ce sont des animaux un peu de fantastique. De cauchemar. Je trouve ça, en fait, ça passe pas si mal. Et quand t'étais petite, t'avais déjà peur des araignées? Oui, j'ai toujours eu peur des araignées, mais pas de celle-là. Ouais, c'est ça, je vous le dis, pas de celle-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je le vois, et même quand j'étais petit, je le voyais un peu trop clairement. Donc, il y a une scène à la fin du film où, effectivement, ils invoquent des araignées qui viennent de la jungle, assez grosses, mais surtout qui sont pas articulées, c'est des araignées immobiles, et genre ils les font un peu sautent sur place. Elles sautent sur place, exactement. Vrai. À aucun moment j'arrive à croire qu'elles sont réelles à l'heure actuelle, et je ne pouvais de toute façon pas le croire non plus quand j'étais jeune. Ça, c'était vraiment le moment qui cassait un peu la dynamique. Et t'avais quel âge à Harry Potter et la Chambre des Secrets? T'as eu peur des araignées d'Harry Potter? Non. Quand il l'emmène toutes les araignées. Non, mais moi en fait j'ai peur des araignées dans la vraie vie. Sur écran ça va. Regarde, vraiment, t'as parlé. Oui, t'as dit que tu voulais pas voir Vermine. Oui, mais c'est parce que Vermine, il a trop bonne réputation. Alors j'ai peur de sa répute. Voilà. Et vous, donc vous disiez, vous l'avez revu récemment. Toi, Marvin, récemment, tu trouvais que ça avait bien ou mal vieilli? En fait, j'avoue avoir un peu calé aussi sur les SFX, et notamment les sages. C'est vrai que les sages, c'est genre pas possible. Mais après, il y a vraiment des choses vraiment super impressionnantes, comme par exemple les plantes aussi, par exemple l'espèce de plante qui sort comme ça de la cheminée. Je trouve que c'est méga impressionnant. Et alors, outre ça, je trouve que, en fait, je trouve que après voilà, moi je le regarde toujours avec des yeux un petit peu émerveillés comme ça, parce que c'est vraiment un film important. Mais je trouve qu'au niveau de la trame, ça marche bien, au niveau des personnages, ça marche super bien. Et puis il y a aussi des scènes vraiment super touchantes en fait, dont je me souvenais déjà qu'à l'époque ça j'étais vraiment très ému par ces scènes là, et là en le revoyant par exemple c'est la scène quand Alan justement sort du jeu et en fait qui crie maman, papa, je suis rentré. Je trouve que cette scène mais te brise le cœur, mais j'en ai des frissons. Je trouve que la scène est vraiment terrible.
Et c'est ça. Après, voilà, j'ai pas envie déjà de rebondir sur les opus suivants, mais tout de même, moi, c'est ça aussi que je trouve qui fonctionne bien, c'est qu'il y a, en fait, le film vraiment parle à toutes les générations. En fait, quand tu es petit, quand tu es ado et même quand tu es adulte, en fait, tu parviens à trouver une accroche qui fait que soit ça t'émeut, soit ça te terrifie, soit ça te fascine. En fait, t'es vraiment pris. C'est comme si t'étais dans le jeu, t'es pris en fait par le film en soi. Et donc voilà, moi c'est à part les effets spéciaux où j'ai des petites réserves sur les sages, c'est vrai que c'est vraiment et les araignées, je peux comprendre Vincent, mais moi elles me font rire. Mais les sages, il y a aussi des touches d'humour dans le film vraiment folles grâce à Robin Williams aussi, notamment. Oui. Robin Williams, notre grand frère à tous, c'est notre tonton. Il arrive à être autant drôle que touchant en fait, il peut te faire des deux dans la même scène. En fait, vas-y. Moi, j'ai été un peu triste en fait en revoyant le film, de revoir justement Robin Williams, en sachant ce qui va arriver par la suite et voilà son décès, etc. Ça m'a assez émue, surtout que je trouve qu'en fait le personnage d'Alan est un personnage triste. Exactement. C'est un personnage très triste qui a, très seul, très traumatisé. Alors évidemment qui va rebondir, etc. Et se forger une autre vie parce qu'il y a, la fin finalement ça se termine bien. Il a la vie qu'il rêvait d'avoir, mais il y a quand même l'idée de quelqu'un qui est passé à côté de sa vie. On parle aussi du décès, forcément, puisque là, il se rend compte que ses parents sont décédés, de parents qui ont perdu un enfant. On se demande aussi comment, finalement, a été la vie de ses parents qui ont perdu cet enfant. Donc, il y a vraiment une dimension très, très triste, finalement. Et on voit peut-être plus en étant adulte. Oui, mais moi, je la voyais quand j'étais enfant, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, j'ai encore un peu du mal avec ce... Jumanji ne me fait plus peur, mais me bouleverse encore maintenant. Alors beaucoup plus que... il me bouleversait à l'époque, mais il me faisait peur. Maintenant, il me fait plus du tout peur, mais il me bouleverse encore plus. Tu vois, en grandissant, je trouve que c'est assez dur. Ce qui est intéressant, c'est de suivre 4 personnages. Il n'y a pas que Robin Williams. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les 4 personnages ont des traumatismes. Et qui vont les régler petit à petit au fur et à mesure de l'évolution dans le jeu. En fait, notamment une pseudo-relation amoureuse qui n'a jamais pu se faire entre les deux. Le personnage principal qui trouve une certaine forme de courage et une certaine forme de paternité. Et puis, on peut y aller comme ça, en fait, à force de d'éplucher les couches sur absolument tous les personnages. Mais moi, là où je voulais revenir par rapport à Robin Williams, c'est le côté là où je pense que c'est un formidable choix de casting de prendre Robin Williams et pas Schwarzy. C'est que il y a vraiment dans l'idée, dans le jeu de Robin Williams, de dire t'es un adulte, mais il faut imaginer qu'à l'intérieur t'es un enfant, t'es un enfant de 10 ans. C'est vraiment ça, et c'est incroyable. Et je trouve que Robin Williams, c'est un acteur dans toute sa carrière, c'est quelqu'un, il est né pour avoir un rôle comme ça, en fait, ce gars-là. Mais je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles avec... en fait, là je le mets un peu en parallèle avec Mrs. Doubtfire. Exactement, j'allais le dire. Où on est aussi sur le rapport parent-enfant, sur le rôle d'un homme comme ça qui doit tout d'un coup... qui a été un gosse pendant toute sa vie. C'est rigolo parce que j'y pensais plus, mais en fait c'est vrai que Robin Williams, il a incarné dans Jack, il incarne un gosse. Dans un corps d'adulte aussi, tu vois. Ça fait sens. Mais il a joué ça dans plein d'endroits, parce que même Mrs. Doubtfire, même si c'est un adulte, je veux dire c'est un papa, mais qui se comporte pas du tout comme un vrai sa femme père, le dit, qu'elle a un enfant plus à la maison ou quelque chose comme ça. Je l'ai revu récemment, Madame Doubtfire, et pareil, quand j'étais petite, il me faisait rire, etc. Que je le revois maintenant, je pleure, quoi. Pareil. Vraiment. Moi, je suis un peu plus du côté de la maman, du coup, dans ce film-là, parce qu'il est quand même assez insupportable, on va pas se mentir. Je comprends. Et moi, je pense aussi à une autre scène qui à l'époque aussi me faisait, comment dire, peut-être pas me terrifier, mais en tout cas me faisait quand même peur. C'est cette scène aussi où il se fait démonter la tronche au début par l'espèce de gang là qu'il attend à la sortie de l'usine de son père. Je trouve aussi que c'est en termes d'harcèlement comme ça, d'angoissant. Je trouve c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. C'était une espèce de rébellion comme ça de groupe sur une seule personne. C'est aussi quelque chose qui à l'époque en tout cas me travaillait quand même beaucoup. Il s'en prend plein la gueule quand même. Il finit bien abîmé. Oui, et finalement c'est presque la réalité qui est plus terrifiante que ce qui provient du jeu. C'est le harcèlement, c'est le décès des parents. Enfin, je trouve que la réalité est beaucoup plus traumatisante finalement que les éléments fantastiques. Parce que finalement, les sages ne sont quand même pas si effrayants. Non, mais par rapport à l'environnement du jeu qui déborde dans la vie réelle, moi, c'était pas les animaux qui me faisaient peur, c'était vraiment cette jungle qui prend tout. Comme tu parlais, les plantes sont extrêmement bien faites. Quand le plancher commence à bouger, et tu sens que t'as chaud. Tu vois, tu sens que c'est moi, tu sens, c'est mieux fait que dans Massacre à la tronçonneuse de Pour en reparler. Tu transpires, en fait, tu sens vraiment l'humidité de la jungle qui arrive dans la vraie ça, dans le vie, genre quoi. Practical Effect, on était aussi dans un cas d'école. Là, toute la séquence avec les plantes fonctionne du tonnerre parce que t'as du concret, t'as quelque chose que tu peux presque toucher. C'est ça.
Ouais. C'est extrêmement bien fait, quoi. Et l'aspect destruction de maison, destruction de ville, je trouvais aussi assez impressionnant. Moi, c'est un truc qui me cringe, en fait. Je sais pas pourquoi, mais le fait de tout détruire comme ça et qu'il y ait des gens, limite, tu vois, qui se rendent compte que t'as fait une connerie et là, ta connerie, elle est tellement monumentale que ça atteint toute la ville. Moi, ça me crie, je me mets à la place des enfants, je dis putain, qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait? Il y a un côté on va se faire Gremlins, engueuler. Il y a un côté Gremlins aussi, C'est dans ces scènes de petits singes et d'animaux qui commencent à faire plein de conneries un peu drôles, un peu déplacées comme ça dans la ville. Il y a vraiment un côté Gremlins. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Jumanji? Non. L'auteur du livre, il cherchait un mot. C'est un mot zoulou, en fait. C'est un mot en zoulou qui veut dire plusieurs effets. Donc ils ont plusieurs aventures dans le jeu, plusieurs étapes, plusieurs énigmes. C'est un mot zoulou. Je ne le savais pas sans préparant le sujet. Je ne fais pas ma grosse tête. Je l'ai appris récemment. Mais c'est aussi quand tu dis plusieurs étapes, etc. L'idée qu'à chaque fois justement il y a une petite énigme, qu'à chaque fois il y a une nouvelle étape à franchir et qu'ils ne pourront réussir que quand ils ont tout rempli, il y a un aspect super ludique et t'as envie à chaque fois de savoir la suite, quoi. Tu dis il y a ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Déjà ça c'est horrible. D'office on va vers du plus en plus horrible. Donc, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Et donc t'es dans cette attention constante, vigilante constante. Enfin, j'arrive pas à parler. Bref. Vigilance constante. Qu'il faut aussi des jetons. Oui, t'as toujours ce petit moment en fait où t'essayes d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. Oui. Tu vois l'énigme, t'essaies de deviner. Voilà, lisent l'énigme et donc du coup t'as quand même quelques secondes pour te préparer qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis t'as les moustiques, t'as le troupeau. Enfin voilà, effectivement, et ça rend effectivement le film très ludique. Et quand tu le découvres pour la première fois, c'est génial, quoi. Et t'as pas ça aussi tu vois quand tu revois un film, même si tu l'as déjà vu énormément de fois, t'oublies un peu. Oui, tu vois, tu vois l'énigme, t'es là, mais qu'est-ce que c'était encore? Et puis t'es là, mais oui, bien sûr. Mais c'est ça. Mais oui, les moustiques. Mais c'est parce que tu sais pourquoi? C'est parce que la maîtrise du timing, elle est vraiment virtuose. Parce que même quand tu le revois, même si tu as vu le film, même si tu sais, en fait, ils attendent les quelques secondes nécessaires à ce que tu sois surpris. Oui. Et le fait que ça fonctionne autant de fois, que tu peux regarder autant de fois, c'est ça qui est vraiment virtuose dans le film. Parce que toi, ce serait hyper... franchement... Et on va en parler par rapport aux autres Jumanji, mais il referait ce Jumanji-là avec le jeu de société maintenant, il laisserait pas autant de temps de respiration après les énigmes, en fait. Parce que le timing serait beaucoup plus bam 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 et tu aurais moins le temps de re-avoir peur à chaque fois. C'est ça qui est vraiment bien. C'est ça qui est vraiment malin dans ce film. Tu penses? Ouais, je suis sûre. Je suis sûre que si Michael Bay faisait le film maintenant... Ah bah oui, mais alors évidemment. Exploser la maison pour le coup, ce serait beaucoup moins subtil. Cet exemple. On explose les éléphants, allez. Ce serait moins subtil, mais c'est vraiment cette petite vraiment maîtrise du rythme, qui est assez incroyable. Avec la petite musique aussi, moi je repense, tu vois la petite musique, je sais pas la faire. Tu vois, t'as la petite, tu l'as fait super le petit son. Oui. J'ai essayé de la faire. En parlant de musique, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas totalement mentionné. Je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Signée James Horner, voilà. Ah bah oui. Mais voilà, j'ai pas toujours grand chose à en dire, mais c'est simplement que c'est aussi une musique. C'était bien. C'était bien. Et tu parlais de la série animée Marine tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez tous vu, la série animée? Ou au moins quelques épisodes? Moi j'ai vu quelques épisodes, mais du coup à l'époque, et là j'en ai revisionné un juste pour me mettre un petit peu dedans, et donc voilà, je connais les grandes lignes, je vais dire, voilà. Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder la série animée de Jumanji juste avant la série animée Men in Black. Oui. Mais c'est presque au niveau du graphisme, il n'y a pas quand même un lien? Non, rien à voir. Je sais pas, mais ces deux trucs sont liés. Il y a un truc derrière, il y a un crossover derrière. Est-ce qu'Alan est un alien? Peut-être c'est un truc... Parce que pour nos auditeurs donc, qui ne le sauraient peut-être pas, donc Jumanji, c'est également une série animée de 40 épisodes de 22 minutes. Ça s'étale sur 3 saisons. La série elle avait été créée par Bob Adcock et Jeff Myers. Et la série, elle commence avec Judy et Peter qui arrivent chez leur tante Nora et qui vont trouver le jeu. Donc ça commence là. Et chaque épisode, ça va être une aventure dans le jeu. Parce que comme Marine le disait, ou je pense que c'est Marine, en fait, dans la série animée, c'est Judy et Peter qui vont se retrouver enfermés dans le jeu et qui vont donc se retrouver dans la jungle pendant tous ces épisodes. En fait, le concept, c'est qu'à chaque fois qu'ils lancent le dé, ils ont une énigme, mais c'est une énigme qu'ils doivent résoudre à l'intérieur du jeu. Et la grande tragédie d'Alan, c'est que lui, il n'a pas lu son énigme et il se retrouve coincé dans le jeu et il ne sait pas comment en sortir. Et donc, ils doivent en fait essayer de sortir Alan du jeu. C'est un peu leur goal, leur but oui, dans ce jeu. Non, je regardais Marine, j'avais peur qu'elle rigole. C'est leur but dans cette série. C'est qu'ils sortent Alan du jeu. Donc.
Et oui, je sais plus en fait comment ça se. Donc, comment ça se dire termine qu'à chaque fin d'épisode, en fait, ils reviennent dans la vie réelle et puis ils reviennent repensent dans le jeu. oui, tout à fait. D'accord. Et à chaque fois, ils y rejouent alors comme ça. Ah oui, pour aller libérer Alan. Ils y retournent pour libérer Alan. Oui, ils sont un peu cons, un peu, je sais pas. J'ai failli mourir. Ils persistent quoi. Les mecs, ils manquent de mourir à chaque fois, ils y retournent, tu vois. Je veux dire, ils sont enfants quand même. À un moment donné, laissez-le crever. Et je pense, si je ne dis pas je l'ai pas revu pour l'enregistrement par contre, mais je crois que Van Pelt est toujours le grand méchant. Oui, ça fait toujours Van Pelt. Dans le premier épisode, oui, il y est aussi. Mais il y a plus de personnages de la jungle évidemment, vu que dans le film Jumanji original, t'as juste Van Pelt qui arrive et les animaux, mais il y a pas d'autres personnages. On ne rencontre pas d'autres personnages. Mais c'est pour ça que j'adorais la série. J'aimais bien aussi pour le côté on découvre un univers qui est hyper riche, quoi. Que ce soit, le graphisme, il fait un peu flipper. Je ne dis pas que je suis hyper fan, mais plus l'environnement, les nouveaux personnages. À chaque fois, on voit pas que les animaux, par exemple, mais on voit des tribus. Je sais pas. Il y a énormément de choses qui foisonnent et pour des enfants c'est passionnant quoi, un peu flippant. Moi franchement le graphisme mais le graphisme de l'époque c'était un peu le graphisme comme tu disais la série Men in Black, il y a un peu un petit côté Razmoket aussi. Et Arnold, moi je pense. Sur celle-là, Sur celle-là, je suis d'accord. Il y a aussi les Robinson, il n'y a pas aussi une série qui la famille Robinson. Ah oui, famille Robinson, c'est ça. Tu vois la cour de récré. Ouais. Moi, la cour de récré peut-être, mais qui est plus propre. Mais... Oui, les persos, ils sont quand même un peu la tête de la pote très très intello. Elle a quand même, je trouve que ça colle quand même quoi. Par contre, ce qui est marrant, c'est que je me dis, on ferait plus des dessins animés comme ça pour les enfants à l'heure actuelle, parce que c'était quand même, ça restait un peu violent. Il y avait quand même, déjà, il manque de mourir. Il y a quand même des gens qui se font poursuivre. Je sais pas qu'il y a du sang, mais il y a de la violence quoi. Et nous, on a été un peu bénis là-dedans parce que c'est une époque où on faisait beaucoup moins attention, mais je pense que maintenant on ferait quelque chose de beaucoup plus soft finalement. C'est clair. Mais il y a des choses beaucoup. C'est vrai que c'est devenu plus touchy. Maintenant, c'est vrai que je ne connais plus autant ce qui se fait en dessin animé pour enfants. Maintenant, c'est vrai que moi je vais regarder des Gumball ou Adventure Time ou quoi, mais c'est pas pour enfants, Caroline. C'est de l'animation, mais pas pour enfants. Mais non, mais Gumball, c'est le filleul ici. Enfin bon, bref, il regarde Gumball, il a 10 ans quoi. Mais il y a plus vraiment de dessins animés enfants qui sont aussi trash quoi. Ouais. Et la série télévisée, elle est arrivée combien de temps après le film? Je ne sais plus, j'ai pas noté la date. C'est marrant, je sais pas pourquoi j'avais vraiment cette idée que que le film était tiré de la série animée. Mais je pense que c'est parce que j'ai vu la série animée avant de voir le film. Okay. Oui, t'as vu la série avant à la télé en fait. J'ai vu ça et puis après j'ai regardé le film. Attends, je regarde la date parce que c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Non, ça ne spoil pas grand chose. Non, un an après. Ah oui, direct. Ils ont surfé sur le succès du. Et je trouve que les persos, ils ressemblent vraiment en plus aux persos du film. Oui, c'est très bien fait. Oui. C'est vraiment. Mais moins en termes de personnalité, parce que par exemple, le personnage de Kirsten Dunst, c'est une petite pain bêche. Oui, elle est pas insupportable. Elle est insupportable. Et je trouve que dans la série, par contre, c'est plus la grande fille sérieuse. Pardon, tu parlais du film. Ouais. Mais elle est. Je sais pas si je la pas pain beige, c'est plus une petite carapace. Comme je le disais, je trouve qu'il n'y a pas un personnage qui est mal écrit à ce niveau-là. Je pense que peut-être le côté antipathique que tu peux sentir en début de film, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui ment aux adultes ouvertement, c'est, comme tu le disais, une espèce de carapace, et puis très rapidement aussi dans sa caractérisation, tu la montes assez protectrice avec son frère, par exemple. J'adore la scène avec Peter quand... il est très gêné de le dire, mais en fait, il faut lui faire un petit trou pour derrière. Faire passer sa queue de singe. Sa petite queue de singe. Il est trop mignon. Ouais. Il est adorable. Mais qui, là, pour le coup, fait aussi écho, à nouveau thématiquement, au fait que c'est un petit garçon apeuré et que Alan Parrish, qui est exactement la même chose, se met à se comporter comme son père, justement, à ce niveau-là. Et donc, ces thématiques-là, en fait, sont très... En fait, Jumanji est un film très bien écrit. Jurassic Park. Même thématique d'adulte qui doit s'occuper d'un petit garçon alors qu'il n'est pas prêt à ça, c'est la même chose. Mais je vous le disais, Spielberg n'est pas loin. Mais oui, mais c'est une petite fille, un petit garçon. Parce que tu vois, cette scène-là, justement, il doit sortir sa petite queue, ça me fait penser à la scène dans Jurassic Park où il dit qu'il doit faire pipi, qu'il est tout gêné, etc. C'est presque la même scène, en fait. J'ai limite confondu entre les deux films. Ouais, il y a vraiment beaucoup de rapports. Et il y a Scarlett Johansson qui a fait le casting pour jouer Judy, finalement, c'est Kirsten Dunst, mais j'adore Kirsten Dunst. Ouais, moi je la préfère que Scarlett Johansson. Moi aussi, je l'aime bien. Je l'aime trop.
Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ce premier film ou la série animée ou leur lien ou on passe à... Moi j'ai peut-être une question pour Marvin. Où est-ce que tu as vu du coup la série animée, les quelques épisodes que tu as réussi à choper? Récemment, oui, c'est vrai. Je sais pas si je peux le dire au micro. Ah merde, pardon. Écoute, peut-être sur YouTube ou quelque chose. Avec toutes les crasses qu'on dit, tu sais. Il avait tout en DVD. Oui, j'ai le coffret intégral. D'accord. Quel fan. Le mec, il regarde 3 épisodes d'un coffret intégral. N'empêche, sur Internet, on trouve quand même pas mal de choses. J'ai retrouvé des épisodes de la série Dinosaures. Ah ouais, ok. Wow. J'ai 7 épisodes trouvés à la sueur de mon front sur Internet. Ouais, il y a moyen de trouver. Bon, on enchaîne alors. On enchaîne. En fait, voilà, donc Jumanji, on aurait pu croire que ça allait s'arrêter là, en 95. Il y a eu la série animée, comme on le disait, voilà, qui a eu peut-être son petit succès, peut-être plus d'estime, je ne sais pas à quel point ça a pu fonctionner. Et effectivement, on l'a souvent évoqué, notamment lorsqu'on évoquait la saga Scream, mais il y a une phase post-année 2000, en gros, où vraiment, tu as eu des vagues de remakes, des vagues de... On va aller sur la nostalgie, on va aller sur ce qu'on appelle le cinéma doudou, tu vois, on va aller reprendre les vieilles icônes, etc. Et je pense que c'était qu'une question de temps avant qu'un jour ou l'autre, on finisse par s'intéresser au cas de Jumanji. Et je pense que ça a commencé à être en gestation déjà dès le début des années 2010, en fait, avant même qu'on ait le résultat final qu'on ait eu. Je pense qu'un truc qui a pas mal ralenti le fait d'exploiter cette icône-là, je crois que c'est justement la mort de Robin Williams. Je pense que ça a dû quand même pas mal un peu rendre le truc un peu touchy, parce que l'air de rien, c'est quand même un peu indissociable de ce gars-là. Comme on l'a mentionné, on était très attaché à ce personnage-là. Et alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle version? Il y a l'idée que le film reprend presque immédiatement, en réalité, après la fin du Jumanji originel. Je vais spoiler, attention, mais à la fin du premier, ils arrivent à battre le jeu. Ils reviennent donc au début des années... Tu t'avais dit quoi, 60? Quand est-ce que ça se passe? 1869. Non, 1900. Oui, 1969, je pense. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. C'est ça. Et donc, ils se débarrassent du jeu en le laissant et en le jetant dans un fleuve. Et en fait, on voit à la toute fin de ce film-là que le jeu est sur une plage. Et il y a à nouveau, on entend le son des tambours. Et en fait, en 96 années d'après, il y a un garçon qui, sur la plage, trouve le jeu. Enfin non, c'est son père. Le père le donne au jeune garçon et il dit trop nul, je veux pas de ce truc-là, je préfère jouer aux jeux vidéo. Et là, Jumanji, le jeu, il se dit je suis plus à la page, il se transforme en jeu vidéo et là on le voit presque en hors-champ, mais on comprend que le garçon disparaît. Et là c'est des années après, dans l'époque contemporaine à la production du film, donc 2017 si je ne dis pas de bêtises. Il y a 4 enfants, 4 plutôt ados qui se retrouvent en retenue tous ensemble. Attention, si ça ne vous dit Breakfast Club. Tout de suite ça parle, on va pouvoir en parler. C'est vraiment Breakfast Club. C'est vraiment Breakfast Club dans la jungle. Et donc ils vont alors qu'ils sont obligés de faire du tri de vieux magazines, ils vont tomber sur cette espèce de vieille console complètement rétro. Ils savent pas du tout ce que c'est, parce que pour eux c'est du rétro gaming. Alors ils commencent à brancher le truc et à se dire tiens, on choisit notre personnage, on va lancer le jeu. Et là ils se retrouvent tous téléportés dans la jungle en incarnant les avatars qu'ils étaient censés body swap. Voilà, c'est ça. Et donc, il y en a un qui se retrouve dans le corps d'un aventurier tout en muscles. Il y a une meuf qui se retrouve dans la peau d'un cartographe ventripotent. Et on est dans ce genre d'humour-là. Et alors, évidemment, le point casting de ce film ne dépend pas tant des adolescents que de ces avatars qu'ils incarnent, et dans lequel il y a Ray Johnson, qu'est-ce que je raconte, Dwayne Johnson, Jack Black, et j'ai oublié... Karen Gillian, voilà. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et... Allez, comment il s'appelle? Kevin Hart. Kevin Hart, voilà, c'est ça. Et Kevin Hart. Et alors, évidemment... Et Nick Jonas, malheureusement. Et alors, tout l'enjeu à ce moment-là en tout cas d'acteurs... Mais en fait, tout l'enjeu à ce moment-là d'acteurs de ce Jumanji Bienvenue dans la jungle, ça c'est le sous-titre, ça va être, pour ces acteurs-là, d'incarner en fait des ados, dont un est mal dans sa peau, dont l'autre... Oui, parce que pardon. Vas-y, voilà. Tu ne l'as pas dit, donc les ados, au départ, on a une petite caractérisation quand même de ces ados, qui font qu'il y en a un, des prénoms...
Ouais, j'ai plus les prénoms là par contre. Il y a Fridge qui est le sportif. Il y a Fridge qui est le sportif qui avant était pote avec l'acteur principal qui joue dans Hereditary. Ouais, c'est le gamin d'Hereditary. Et dans Old aussi. Voilà, c'est ça. Et qui donc lui est une espèce de geek, geek super fort en jeux vidéo, mais qui est un peu inadapté à la vie, un peu introverti, qui est asthmatique en plus. Asthmatique. Ouais. Fridge à un moment donné lui dit mais pourquoi t'es un kawaii? Il dit on sait jamais. On sait jamais s'il pleut. Enfin voilà, il y a ce côté-là. Et alors il y a aussi, en fait, c'est des caricatures à la base. C'est pour ça qu'on pense à Breakfast Club immédiatement parce que c'est des caricatures. T'as Brittany aussi qui est Brittany, bimbo, influenceuse. Brittany, ouais, mais complètement sur son téléphone tout le temps. Elle a tous les garçons à ses pieds. Et puis pour elle, voilà, pour elle, c'est les dramas autour de son nouveau petit ami. Il y a rien de plus important au monde pour elle, et donc elle paraît superficielle à crever quand tu la vois au début du film. Et alors il y a la fameuse Martha, le côté inadapté. C'est vraiment le même personnage que dans Breakfast Club. Exactement. Même au niveau, je trouve, du costume, de la coupe de cheveux, avec les cheveux vraiment tout foutus comme ça. Et sauf que là, ne vous inquiétez pas, il y a quand même un petit truc en plus par rapport à Breakfast Club. Évidemment, quand ils se retrouvent dans la jungle et qu'ils sont dans leur nouveau corps, tout va changer, les dynamiques vont changer, on va apprendre à mieux les connaître, on va comprendre qu'il y a plus que le vernis qu'on a laissé paraître au début du film, et pour ça, ils ont dû changer de corps. Et donc voilà, là ils doivent rentrer dans une espèce de mission où tu as un PNJ qui vient leur dire vous devez prendre ce diamant et le remettre dans cette statue, et en gros c'est ce qu'ils vont faire pendant le film. Mais ils comprennent assez vite voilà. ce qu'il faut faire. Ah oui, et alors effectivement lors de leur pérégrination, très important, je vous avais mentionné une disparition au début, ils retrouvent ce personnage qui a disparu en 96 et ils vont s'associer à lui, et pour qu'à 5 ils puissent venir sauver Jumanji et ensuite pouvoir rentrer chez eux, quoi. Ce personnage d'Alex, donc qui est coincé là depuis 96, qui est joué par Nick Jonas. Au départ, il devait être joué par Tom Holland, parce que le scénariste du film est le même scénariste que dans Spider-Man Homecoming. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, même les trois, il a scénarisé les trois de John Watts, en fait. Bon, voilà, c'est ça qu'on n'a même pas mentionné. Le réal ici. C'est Chris McKenna, ouais. Non, ça c'est Chris McKenna, c'est le scénariste. Mais ici le réal de Welcome to the Jungle. Ah bah non, mais justement, alors je voulais y revenir. On n'est pas très loin de Spielberg non plus, puisqu'il s'agit de Jack Kasdan, le fils de Laurence Kasdan. Ah oui, d'accord. Jack Kasdan. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc on est jamais très loin de Spielberg. Et il y a notamment aussi le fils de Tom Hanks qui joue dans le film. J'ai peut-être un petit clin d'œil aussi au fait que son père devait peut-être jouer dans le premier. Il joue la version réelle en fait du mec qui est coincé dans le jeu. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est le fils de Tom Hanks. Avec ce t-shirt de métal. Ok. Alex. Mais donc on parle de ces personnages, donc il y a un body swap, donc ils vont oui, parce que j'ai un peu tenu là. Enfin, mais c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est ça. Un truc que je voulais vraiment souligner, c'est que ce film, enfin je sais pas vous, mais moi j'avais hyper peur quand on m'annonçait une suite de Jumanji. J'étais qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, parce que vraiment souvent les suites c'est un peu compliqué, mais tout repose sur ce casting qui est incroyable. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Marvin, vas-y. J'aime bien. Marvin, on va d'abord casser. Vas-y. On va d'abord casser. Est-ce que tu avais peur d'abord? Est-ce que j'avais... Alors oui, j'avais peur, et j'avais peut-être raison d'avoir peur, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai eu peur, et si bien que, en fait, je n'avais jamais vu en fait ces deux films-là. C'est vrai? Jusqu'à, oui. Tu les as vus pour nous? Je les ai vus pour vous. Oui. Et c'était, est-ce que c'était moins douloureux que Massacre à la tronçonneuse et ses nombreuses suites, je ne sais pas. Oui, non, oui, j'avoue, franchement, j'ai vraiment eu du mal, oui. C'est vrai? Ah oui, mais après c'est le côté, bon déjà. Aller sortir comme ça une suite à Jumanji, enfin voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour le film comme j'ai déjà dit, mais le faire en plus un peu à la sauce blockbuster contemporaine, j'étais pas prêt, donc j'ai jamais eu vraiment cette envie de le découvrir. Là, je les ai découverts, et voilà, j'ai vraiment, c'est bourré d'effets spéciaux, je trouve, mais vraiment à outrance, et le casting. Après, je comprends les choix de casting. Franchement, je les comprends, mais voilà, moi, j'accroche pas un peu à la sauce Dwayne Johnson comme ça, et quand on voit un petit peu sa filmo, je trouve que finalement, on retrouve un petit peu tout le temps les mêmes éléments. Je pense à Voyage au centre de la Terre, par exemple, Bienvenue dans la jungle. C'est un petit peu tout le temps la même mécanique, et du coup, et en plus, donc greffer cette mécanique-là à un film aussi fascinant que Jumanji, voilà, pour moi ça n'a pas fonctionné, et si bien que en fait j'en parle comme si je parlais des deux films en fait directement, parce que j'ai même du mal à dissocier les deux en fait, parce que je trouve qu'en termes
déroulement du récit, en termes de péripéties, etc. Je trouve que tout se ressemble un petit peu. Et même en regardant, j'ai un petit peu regardé les affiches aussi des films. L'affiche du Bienvenue dans la jungle est très proche de Next Level, je crois. C'est très très proche. Et donc du coup, on a vraiment du mal à distinguer. Et même en termes de, je veux dire, de nouveaux personnages qui viennent comme ça dans le récit, je trouve qu'on a vraiment l'impression que c'est un seul et même film. Enfin, en tout cas pour moi, un seul et même film, divisé comme ça un petit peu en deux volets. Je trouve pas que l'idée comme ça de mettre voilà, un ado qui est mal dans sa peau, qui du coup devient un mec super badass, qui a peur de rien, qui a des gros muscles. Je trouve ça un peu lourdeau, moi perso. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai vraiment du mal à trouver des éléments, si ce n'est que, enfin, je me souviens par exemple de la scène avec les ponts. Je crois que c'est dans le deuxième volet, ça, avec tous des ponts. Ouais, bon, allez, ça peut encore passer, mais moi, à nouveau, ça m'emmerde. Ça trop long. Mais je trouve que ça vomit trop le CGI à outrance. Okay, et voilà, moi, c'est un petit peu toute cette moulinette un petit peu blockbuster, vraiment centré pour ados, avec vraiment une tranche d'âge vraiment très précise, flexible, très aseptisée, voilà. Moi, vraiment, je n'accroche pas. Autant le premier que le deuxième, j'ai très peu d'éléments. Et voilà, même en termes d'action de personnage, voilà, c'est chaque fois cette idée de aller chercher un diamant, puis le ramener à la fin pour vraiment une mécanique très jeu vidéo. Je peux comprendre le lien avec le jeu vidéo, tout ça, je comprends, mais je trouve qu'en termes d'originalité, finalement, c'est quand même relativement pauvre. Il y a moins de subtilité et de douceur dans le traitement des personnages, parce que même si c'est des personnages écorchés à la Breakfast Club, machin, c'est quand même, je parlais tout à l'heure de subtilité, de peur, de petites secondes qu'on te laisse pour respirer, ici on t'en laisse pas. Et en termes aussi d'émotions, je veux dire, voilà, on en parlait tout à l'heure avec les scènes, avec les parents, tout ça, la perte et tout ça, la tragédie qu'il y a autour. Ici, on n'est vraiment pas du tout là-dedans. On voit bien aussi que c'est un film d'une autre époque, en fait, tout simplement aussi. C'est pas du tout un film comme on en faisait, comme un film qu'on faisait pour enfants, ados, dans les années 95. Oui, c'est complètement différent. Ici, c'est vraiment à la sauce blockbuster, pour moi, vraiment contemporaine. Et moi, j'ai vraiment du mal, enfin, toute cette vague comme ça, et là aussi où je trouve ça dommage et un peu triste aussi, c'est que finalement il n'y a pas vraiment enfin en tout cas moi personnellement d'attrait pour les fans du premier volet. Finalement on est vraiment dans quelque chose de complètement différent, et même je réfléchis un peu en termes de comment on appelle les Easter eggs et tout ça, ce qu'on retrouve dans ici il n'y a pas grand chose à part une plaque, je pense, Alan Parrish gravée était ici. Il y a une plaque et il y a aussi les colonnes qui ressemblent aux pièces du jeu, mais c'est très bref, même en termes de côté, on va retrouver ça. Autant parfois quand c'est à outrance, ça devient vraiment super énervant, mais là je trouve qu'il y en a tellement pas que finalement pour les fans vraiment du film, je veux dire original, enfin après vous me parlerez un petit peu. Non mais ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Je suis pas certaine que la cible est la même en fait ici. Mais c'est ça aussi. Tu sais qu'il y a j'ai eu des ados en cours qui pensaient que Jumanji c'était le film Jumanji, mais complètement, qui ne connaissaient pas. Mais moi je me demande si même ça n'a, enfin là de ce que tu disais, oui ça avait été c'était un projet réfléchi, écrit pour ça, mais tu vois ils n'ont pas été rechercher quand même un ancien scénario qui n'avait rien à voir et qu'ils l'ont tapé en disant que c'est la licence Jumanji. Enfin, ce serait pas déconnant, tu vois, c'est vrai, parce qu'il n'y a peut-être pas énormément de points communs, donc ça aurait pu aussi. Oui. Et t'as plus de 20 ans d'écart entre les films quand même. Ouais. Et t'as plus, oui, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est clairement quelque chose qui est destiné, je pense, à tout autre public. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement vos avis pour vous en tant que fan de l'original quand même. Parce que moi, j'ai vraiment ressenti rien du tout pendant ces deux films. Mais je l'ai quand même fait pour le Popcorn Club et je suis content de l'avoir fait. D'abord, Marine. Eh bien, écoute, je te rejoins sur pas mal de points, notamment sur le côté blockbuster actuel. Je disais justement le mot aseptisé, où on n'a pas énormément d'émotions. On joue principalement sur l'humour, parce que finalement le film ne joue que sur l'humour, et de l'humour assez lourdin, quoi. Je veux dire, Dwayne Johnson, Jack Black, c'est pas de l'humour très 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 fin. Le fait d'aller extrêmement vite aussi, de pas laisser de respiration, d'avoir des personnages qui sont très clichés, d'avoir une image finalement très très lisse, voilà, de jouer sur le jeu vidéo, finalement, même si c'est vintage, mais quelque chose de plus moderne. C'est des choses qui vont pas me déranger, mais que voilà, dont je suis pas totalement fan. Par contre, moi j'aime bien ces deux films-là. Pourquoi ? Déjà en fait parce que finalement je les mets pas tellement en lien avec le vieux Jumanji. Pour moi je les regarde comme si c'était vraiment limite deux sagas très différentes, et donc si je les regarde dans cette optique-là, ça ne me pose pas de problème. Alors moi je trouve qu'actuellement c'est plus filmé de l'aventure. Je trouve que c'est un genre qui est totalement dépassé, en parenthèse, pas parce que ça n'a plus rien à dire actuellement, mais parce que c'est plus dans l'air du temps, et la manière dont on le filme maintenant, on a essayé justement par les Tom Holland, je sais plus, Uncharted, il y a eu des films avec Sandra Bullock, il y a eu tous ces films là finalement.
sont nuls, bides, n'ont plus rien à raconter et ne sont plus du tout pertinents. Il y avait aussi Jungle Cruise là, qu'on a fait avec Dwayne Johnson également. C'est pas du tout intéressant. Donc on ne sait plus filmer de l'aventure maintenant. Hormis ces deux films-là, qui je trouve sont de très bons films d'aventure. Vraiment, si tu viens chercher juste de l'aventure, ça te donne à manger. Moi, je les ai regardés... je les ai regardés avec Guillaume et voilà, et Guillaume il a aussi adoré. Il veut plus les regarder avec moi maintenant, je sais pas pourquoi, mais bref. Parce que tu baves sur Dwayne Johnson. Non, même pas, c'est pas du tout. Alors, ils nous ont déjà parlé de nos goûts en termes d'hommes, ce n'est pas mon goût en termes d'hommes. C'est plutôt Jack Black. C'est plutôt Jack Black. Non, moi je dirais plutôt Karen Gilliam pour mon côté un petit peu bisexuel. Non. Elle est canon. Elle est vraiment canon. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces films-là, je les regarde avec un grand plaisir. J'aime l'idée aussi qu'on prenne des adolescents. J'aime l'idée du body swap, dans ce que ça raconte aussi sur l'adolescence, sur le fait d'être mal dans sa peau, de finalement pouvoir être quelqu'un d'autre pendant ce temps de jeu et finalement arriver à se développer en étant quelqu'un d'autre, en prenant confiance en soi à travers un autre corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après finalement, ils ne redeviennent pas, je veux dire, la caricature qu'ils ont été peut-être dans le jeu. Donc par exemple, la Brittany ne va pas tout doucement tout d'un coup devenir la meuf la plus intelligente de la Terre comme elle a pu l'être ici. Elle redevient elle-même, mais en ayant quand même gardé des leçons de son jeu. Martha ne devient pas une bombe sexuelle en revenant dans la vie normale, mais par contre, elle a acquis de la confiance en elle. Et donc je trouve que quand on parle de l'adolescence, c'est super intéressant. Et pour terminer, je trouve aussi que c'est intéressant d'avoir fait quelque chose de totalement différent que le film des années 90, parce que je pense qu'il serait fait beaucoup plus critiquer s'il avait essayé de refaire la même chose. Là, on part sur une modernisation du jeu. À l'époque actuelle, les jeux de société, c'est plus vraiment ça qui fait rêver les adolescents. Qu'est-ce qui fait rêver les adolescents ? Ce sont les jeux vidéo. Ça leur parle plus. Le rétro gaming. Ah oui, pardon. Non, mais je veux dire, c'est des règles qui leur parlent. C'est les règles qui parlent maintenant à un public adolescent. Donc c'est intéressant d'aller chercher ça. Il y a un côté assez ludique quand même que je trouve pas mal. Par contre, je trouve qu'on n'a jamais peur pour les personnages. Et ça, c'est ce que je reproche un peu quand même aussi au film. Jamais. Alors on dit qu'ils vont peut-être mourir sinon plus de vie. À jamais tu n'as peur pour eux. À jamais tu te dis qu'ils vont peut-être mourir. Et ça te sort quand même finalement du film. Enfin, moi, je trouve que ça sort du film. Mais en fait, c'est plutôt. Voilà. J'ai envie de réagir par rapport à une remarque précédente que tu as fait, qui est de dire que c'est un film d'aventure comme on n'en fait plus. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, mais dans le sens où, pour moi, un grand film d'aventure, faut jamais omettre faut jamais perdre de vue le côté comédie et surtout la légèreté de ton qui pour moi va de pair avec ce genre de grand film d'aventure. Tu vois, par exemple, je pense à un film comme La Momie à nouveau. C'est que cette légèreté de ton, elle est importante et je trouve qu'elle est complètement présente là-dedans, mais en même temps, c'est un équilibre qu'on peut atteindre, mais qui est toujours très compliqué en fait à avoir, d'avoir cette légèreté de ton et en même temps de te dire je vais te montrer des personnages pour qui tu vas vraiment avoir peur. J'aimerais aussi rebondir sur toi, ce que tu disais, c'est sur le fait que en fait Dwayne Johnson, on a l'impression de le voir un peu toujours dans les mêmes rôles, ce qui est vrai, ça peut être vrai, totalement. Tu vois, sauf que là je trouve que justement l'intelligence du truc, c'est de jouer sur cette icône où tu as l'impression de l'avoir vu plusieurs fois incarner ce type de personnage dans des films et de te dire là je t'en fais une vraie icône narrative et je joue sur le concept d'icône narrative à l'intérieur du film. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est d'avoir finalement des acteurs qui sont en fait pas tellement, qui physiquement sont dans leur type de personnage, mais qui au niveau du caractère sont pas dans leur type de personnage. Exactement, et ça j'allais Jack Black, venir. Je pense pas de jouer une fille influenceuse, je pense pas que Dwayne Johnson joue un geek, donc ça c'est chouette. Mais j'allais y revenir, mais en fait avant, c'est justement là-dessus que je voulais aussi rebondir, c'est sur le body swap en fait. Donc comme on le disait, il y a vraiment un truc dans le concept de base. Si vous avez vu Breakfast Club, vous pigez, ils se retrouvent en retenue, ils vont apprendre à mieux se connaître en retenue. On est exactement dans Breakfast Club, si ce n'est qu'ils sont dans un monde fantastique dans lequel ils sont catapultés. Sauf que le principe de Breakfast Club, c'était que le fait qu'ils se retrouvent tous ensemble en retenue, c'est qu'ils sont amenés à communiquer et donc tout à coup, cette vernis social disparaît parce qu'ils ont appris à parler. Là, c'est pas ça. Là, ils se retrouvent dans un monde où ils sont à l'antithèse de ce qu'ils sont censés incarner dans la vraie vie et donc il y a la mise en perspective, mais c'est plutôt eux qui dialoguent avec eux-mêmes, c'est différent. Tu vois, et c'est ça que je trouve intéressant comme concept dans le film. Et enfin, il y a vraiment un truc qui fait, et c'est là que vraiment j'adore le film, c'est que je pense qu'on peut reprocher des choses à Dwayne Johnson, notamment dans ses
dernier choix de carrière, parce que là, récemment, il est devenu la caricature de lui-même. Ah oui, c'est vrai, c'est fort républicain. Non, mais il a quelques sorties médiatiques ici qui sont un petit peu, parfois un peu étranges. Dans les muscles, pas dans la... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est un peu devenu la caricature de lui-même ces derniers temps, mais par contre, il y a un truc sur lequel je ne serais jamais d'accord avec quiconque dit ça, je me battrai à chaque fois avec la personne, c'est que c'est pas un mauvais acteur, je trouve que c'est un excellent acteur en fait, Dwayne Johnson, et ça se sent énormément. En fait, les 4 sont d'excellents acteurs, en tout cas dans ce film-là, parce que, comme tu le disais, Marine, la vraie difficulté là, c'est de sortir justement, c'est de à la fois d'être dans une icône que tu es censé incarner, donc tu es censé être représentatif d'une icône, et derrière incarner un personnage qui ne comprend pas tout à fait comment incarner cette icône. Et donc là, il passe son temps à switcher entre un adolescent qui est persuadé qu'il va avoir une crise d'asthme, et tout à coup, parce qu'en plus le film joue là-dessus, jouer le tombeur, le regard du tombeur, lors d'une réplique, et d'une réplique à l'autre, d'un coup... T'as pas du tout le même personnage. Il fait ça extrêmement bien. Et les 4, en fait, sont comme ça. Jack Black est excellent. Karen Gillian, qui doit jouer, qui est en fait, dans le film, elle est vraiment présentée comme une bombasse. C'est Lara Croft. Ouais, c'est Lara Croft. C'est exactement ça, c'est Lara Croft. Et elle passe son temps à être awkward. Elle fait ça si bien. C'est que le film, pour moi, il brille à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, il y a eu une polémique à la sortie du film parce qu'elle était vraiment, on voyait qu'elle était en mini-short, machin, et tout ça. Il y a eu un peu une polémique comme quoi elle était fort sexualisée. Et justement, elle a dit, justement, c'est comme ça qu'étaient représentés des personnages féminins dans les jeux vidéo des années 90. Bien sûr. C'est à ça que ça ressemblait. Donc, c'est ça qu'elle veut mettre en avant. Et je trouvais que le personnage était vraiment bien joué. Mais en fait, je vous rejoins tous les 3 parce que moi, j'aime beaucoup ce film. La deuxième suite, je l'aime un petit peu moins. Enfin, on y reviendra. Moi, j'ai vraiment aimé pour le casting, mais je n'ai aimé que pour le casting. C'est-à-dire que j'adore la façon de jouer des 4 acteurs principaux. Je les trouve vraiment, vraiment excellents. Les répliques me font mourir de rire. Mais alors, les répliques des personnages dans la deuxième suite me font encore plus rire, mais j'aime encore moins le film. Je trouve que leur façon de jouer, et je trouve que quand tu vois les acteurs, tu vois Dwayne Johnson, tu vois l'ado. Tu vois les façons de bouger, tu vois vraiment, ils ont dû faire un travail de mouvement assez gestuel, dingue, gestuel vraiment fou. Parce que t'as pas la physicalité de ton personnage, de ce que t'es censé incarner. Je trouve que tu ressens vraiment leur façon de se mouvoir assez dingue. Mais pour moi, il n'y a que ça qui fonctionne. C'est-à-dire que je passe un très très bon moment devant ce film, il me fait beaucoup rire, mais il n'y a que ça qui marche chez moi. Parce qu'effectivement, je trouve que déjà moi, vous savez, les films d'aventure de base, c'est pas trop mon délire. Mais ici, je rejoins Marvin sur le côté beaucoup trop d'effets spéciaux, beaucoup de prolixe, beaucoup trop la quête, machin, tout ça. Mais ça, c'est vraiment personnel. C'est moi qui suis pas fan de ce genre de film. Maintenant, je trouve ça très bien fait, mais je trouve ça fort lisse. En fait, je trouve que, comme Marine le disait, c'est très très beau ce traitement de personnages, d'adolescents qui doivent évoluer, Breakfast Club, machin. Mais ça reste très très basico-basique. Je trouve que effectivement, tu n'as jamais peur pour eux, tu n'es jamais triste pour eux, tu ne ressens pas leurs émotions, tu les vois un petit peu mal à l'aise dans leur vie, machin, mais c'est très en surface. Superficiel. C'est très superficiel, et effectivement, comme dit Marvin aussi, tu n'as pas ce côté, t'as pas les poils qui se dressent sur les bras quand tu te dis, oh mon Dieu, ce pauvre petit geek, il est mal dans sa peau. Ça reste très léger. Maintenant, en même temps, c'est pas ça qu'on demande au film. C'est ça qu'on demandait au film de 95, c'est pas ça qu'on demande ici. Ici, on te demande un blockbuster pour les ados qui fonctionne, où tu as envie de suivre l'histoire, où tu ne t'emmerdes pas, où le rythme est hyper bien foutu, mais le rythme est bien foutu dans son type de film des années 2010, 2020. C'est bien fait pour ce qu'il est, mais je pense qu'il faut le prendre en termes d'objet narratif de son époque et effectivement pas le comparer, parce que si tu le compares, c'est foutu. Parce que, et en reparlant donc justement de la structure narrative du film, le truc que j'ai pas évoqué mais que vous avez un peu rapidement évoqué, c'est sa structure très vidéoludique. Sur tu as un indice qui t'amène à la phase numéro 1. Je savais que t'allais dire ce mot. Vidéoludique. J'adore quand tu dis ce mot, vidéoludique. Ensuite qui t'amène à un autre indice qui t'amène à la phase numéro 2, et surtout, alors ça c'est la première étape, c'est la structure narrative est comme ça, et puis alors il y a tous les gimmicks liés aux personnages de jeux vidéo, et notamment les forces-faiblesses qui sont principalement là pour faire de l'humour, mais qui à moi à chaque fois fonctionnent et me font hurler de rire, quoi. Voilà, parce que je l'ai pas mentionné, mais chacun des personnages a des faiblesses, et ça va parfois les mettre gravement en danger. Mais c'est des petits fusils de Chekhov, ça à chaque fois tu dis ok, cette fois on oublie, et puis finalement ça se voit encore plus dans le film d'après d'ailleurs. Tout à fait.
Justement, est-ce qu'on passera au film d'après, vu que c'est quand même un bloc de deux films? C'est un bloc, oui, il y a moyen de... D'autant plus que je sais qu'elle a très envie de parler du film d'après, parce que c'est son fantasme. Je sais déjà que c'est ta blague. Son J'attends ta blague. Moi, peut-être ce que je voulais dire, enfin, je veux dire que c'est vraiment con, mais c'est juste aussi, je trouve que le personnage de Van Pelt... Oui, parce que Van Pelt est encore l'antagoniste. Bien incarné. Par contre, tu vois, le petit personnage aussi, il est beaucoup trop beau, trop lisse. On est vraiment à une époque où on va plus chercher les acteurs à gueule, quoi, pour incarner des méchants ou des personnages un peu, je sais pas, un peu fantasques. Là, voilà, on a pris un beau gars qui fait pas peur une seule seconde, et donc tu n'as plus. Il est même drôle, quoi. Ouais, clairement. Tu n'as plus ce côté iconisation justement du personnage. Ouais, c'est vrai. Donc Vincent, tu voulais me faire la blague, je veux d'abord résumer. Elle a deux fantasmes, mais vas-y. Mais tu as deux fantasmes et les deux sont dans le film. Ouais, c'est vrai. Tu le diras après. Caroline a des fantasmes. Oh putain, Danny DeVito. Elle a compris. Vas-y Vincent, tu peux la sortir, si je peux me permettre. C'est parce que on va être littéralement dans un film où Danny DeVito va s'incarner dans le corps de Dwayne Johnson. C'est l'idée du fantasme de Caroline. C'est ce qu'il lui faut depuis toujours, en fait. C'est vrai, j'aime beaucoup ce personnage. Il râle tout le temps, il est trop sexy. C'est horrible. Ça y est, je fantasme. Pourquoi Danny DeVito, Caroline? Non, mais j'ai le pingouin. Qu'est-ce qui? Non, mais j'adore ce mec. J'adore dans tous ses rôles. J'adore dans Friends. Je l'adore dans Jumeaux. J'adore ce gars, quoi. J'adore ce gars. Il me fait rire tout le temps. Et là, il me fait rire. Il râle et il est super sexy parce que oui, vous le savez maintenant que vous écoutez le Popcorn Club, j'ai un kink avec les gros méchants baraqués. Vin Diesel, Dwayne Johnson, même combat, quoi. J'aime bien. Ouais, et chaud aussi possible. Et chauve, ouais, c'est vraiment un problème, quoi. Je sais pas. Moi, déjà, t'as l'air méchant, c'est bon, quoi. Vous savez bien. Bref, restons donc. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Moi, mes fantasmes. Non, de quoi ça parle le film? Allez, raconte-moi le film. Donc, nous sommes en 2019, c'est Jumanji Next Level. On est 2 ans après, même dans la vraie vie, 2 ans après les événements du premier film. Et oui, Spencer, qui s'appelle, voilà, Spencer. Spencer, en fait, il est pas hyper à l'aise, en fait, dans la vie de jeune adulte. Tu vois qu'en fait, on comprend qu'avec Martha, ils ne sont pas restés ensemble, finalement, parce qu'à la fin du premier, il s'embrasse, il prend ses couilles et il l'embrasse devant l'école. Et là, on comprend qu'elle est plutôt devenue assez à l'aise et en fac maintenant, et est devenue populaire. Mais enfin, voilà, c'est un peu une hipster un peu cool, comme ça, mais qui reste sympa et qui n'a pas vraiment pris la grosse tête. Spencer, on voit qu'il n'est pas hyper à l'aise dans sa vie. Et ils sont censés se retrouver tous les 4, donc avec Brittany et Fridge, dans un resto, l'ancien resto du grand-père de Spencer. Et Spencer, il revient comme ça chez lui, il y a sa maman, tout ça, mais il y a son grand-père qui est là, qui est joué par Danny DeVito, qui est un vieux gars un peu malade comme ça, mais qui râle tout le temps, qui est très très drôle. Ils doivent donc se retrouver tous les 4 jeunes dans le resto pour un brunch. Et Spencer n'arrive pas. Mais il se dit, mais merde, qu'est-ce qu'il fout? Donc tous les 3, ils vont dans la maison où ils retrouvent le grand-père. La mère est partie au boulot, le grand-père est là. Et pendant que les 3 jeunes vont voir où est Spencer dans la maison, ils le cherchent. Le grand-père Eddie reçoit la visite de son vieux pote Milo et on sent qu'il y a une petite tension entre eux. Évidemment, donc ils se retrouvent, Martha, Fridge et Bethany, ils comprennent que Spencer s'est barré dans le jeu, ils disent putain, qu'est-ce qu'il a foutu? Donc ils décident de partir dans le jeu, sauf que Bethany se rend compte qu'elle n'est pas dans le jeu, mais donc qui a suivi Fridge et Martha? Et c'est grand-père Eddie et Milo, qui vont donc se retrouver tous les 4 incarnés dans les 4 personnages principaux du jeu. Et je trouve que là, en termes de casting, de redistribution des cartes aussi. C'est encore mieux, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, tu l'as pas dit, mais le personnage de Milo est incarné par Danny Glover. Oui, par Danny Glover, qui est vraiment très très chouette. Et est-ce qu'il est trop vieux pour ces conneries? Est-ce qu'il est trop vieux pour ces conneries? Non, il ne l'a dit pas. Non. Et je suis très content qu'il ne joue pas cette carte méta. Oui, c'est vrai qu'il la joue pas du tout. Et donc on se retrouve dans le jeu où de nouveau, comme Marivin disait, on se retrouve de nouveau dans une quête pour sauver Jumanji, machin. Mais je trouve qu'ici il y a quelque chose d'assez assez fou parce que donc Dwayne Johnson, c'est grand-père Eddie.
Et alors, je les ai notés parce que je trouve que les meilleures répliques sont dans ce film. Quand il dit, il se voit dans un reflet, il dit, il y a que mes yeux qui ont changé. Hein. Alors ça, exceptionnel. Le duo de petits vieux, ils sont vraiment incroyables. Et c'est un type qui a des problèmes de hanches. Et alors, quand il se retrouve dans le corps de Dwayne Johnson, tu le vois faire un truc comme ça. Ouais, il est incroyable. Quand ils sont dans un hélicoptère ou je sais plus avec le PGI, comment c'est le gars, le mec qui leur explique un peu le concept du jeu. Oui, le PNJ. PNJ, PGI, qu'est-ce que je raconte ? J'ai confondu ça, j'ai mélangé PNJ et CGI, c'est magnifique. Qui leur explique, et là, à un moment donné, il dit, t'as une lettre ? Non, j'ai pas de lettre, c'est vraiment le grand-père casse-couille, quoi. Et là, on dit, si, t'as une lettre en main. Et là, il lit, et puis il fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est une cinématique. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, on t'expliquera plus tard. C'est incroyable, cette réplique. Alors, j'ai aussi noté une autre réplique, quand, à un moment donné, le grand-père Eddie se fait rouler une pelle par une jeune belle femme. Il dit, moi, j'ai un tuyau pour elle. Magnifique, vraiment, la blague de vieux boomer exceptionnelle. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de chouettes répliques. On a aussi Martha qui est... Donc à un moment donné, il faut aussi expliquer, si vous n'avez pas vu le film, qu'il y a un genre de dos magique qui switch de personnage. Et donc Martha se retrouve dans le corps de Jack Black. Elle dit, ah mon dieu, j'ai plein de poils. Non, tous les corps sont beaux. C'est hyper drôle. Parce oui, et c'est vrai que cette fois... C'est super, quoi. Et c'est vrai que cette fois, Fridge se retrouve dans la peau du cartographe. Oui. Et c'est donc le personnage du grand-père incarné par Danny Glover qui se retrouve dans le personnage donc de je chaque fois son nom, de Kevin Hart. De Kevin Hart, voilà. Oui. Et on se mélange les pinceaux. Et alors là où c'est intéressant, c'est que c'est les mêmes acteurs, mais alors qu'ils changent complètement leur jeu et ils font ça tellement bien. C'est exceptionnel. Ils font ça tellement bien. Kevin Hart qui... Vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport au rôle du film précédent. Et là, mais je le trouve. Je vois Danny Glover. Oui, mais j'entends Danny Glover. C'est incroyable, quoi. Et Dwayne Johnson, il est parfait en Danny DeVito aussi. Et alors, à un moment donné dans le film, donc, Bethany, elle est restée à la maison, elle n'est pas rentrée dans le jeu. Donc, elle va voir Alex, qui était le jeune gars coincé dans le jeu du premier film. Elle va le voir, elle lui dit, écoute, il faut que tu viennes m'aider, ça va pas du tout. Et ils retournent dans le jeu tous les deux, et Bethany est donc le cheval. Oui, ça j'adore ça c'est pas mal. C'est incroyable, et à un moment donné, ils sont tous dans l'eau pour essayer de changer de personnage, et ils sortent de l'eau sur la musique de Welcome to the Jungle, et t'as Bethany cheval, ou je ne sais plus qui est devenu cheval, qui se fait un move comme ça de cheveux mouillés, c'est incroyable. Mais encore une fois, pour moi, ce film, alors moi il me fait chier, je trouve que scénaristiquement l'histoire, je trouve pas ça aussi bien, enfin même déjà le 1, mais je trouve que l'histoire est pas à top, mais je trouve que les personnages sont incroyables, et pour moi le casting fonctionne d'enfer, quoi. Et vous, que je lâche ce crachoir. Bah moi, j'en ai déjà un petit peu parlé précédemment parce que j'ai même du mal à distinguer non, le mais 1 oui, du mais 2. c'est pour ça qu'on est passé directement en 2. Voilà, mais en fait, moi je n'en retiens pas de grand. À part, c'est vrai que oui, le côté peut-être un petit peu. Et puis oui, j'allais dire le côté cheval. Le côté cheval. Bien que quand même l'espèce de câlin à la fin était quand même un petit peu space, un petit peu cringe. Mais non, après le côté aversion personnage, c'est vrai que c'est malin. C'est vrai que c'est malin. Tout piqué dans Scooby-Doo. Tu vois, le film Scooby-Doo, il y a aussi toute une scène comme ça dans l'action de personnage. C'est vrai. Ouais, complètement. Et mais donc voilà, moi après le reste, et à nouveau, je pense que il me semble que le méchant le gars là, je pense que le méchant de celui-là, c'est celui qui faisait le limier dans Game of Thrones, je crois. Oui, c'est ça. Non, oui, dans le 2, je sais plus. Mais à nouveau, méchant pas du tout exploité, enfin que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, enfin encore moins dans le deuxième. Et encore moins dans le deuxième. Mais il sert de fonction, hein. C'est comme dans le premier, mais c'est normal. Comme je le disais par rapport à la structure, la façon dont tu vends. Oui, bien sûr. Mais c'est juste comme je disais, moi c'est quelque chose que voilà, je pense que j'en attends trop comme étant suite de Jumanji premier du nom, et donc du coup j'y trouve pas du tout mon compte, et j'ai du mal à me détacher en fait de ça. Je pense du côté c'est une suite à Jumanji 95. Mais c'est ça, si tu le prends comme suite de Jumanji, c'est pas une bonne suite de Jumanji, mais c'est un bon film des années 2010 quoi. Voilà, 2010, probablement. On est en 2019 là, je crois. Ouais, c'est ça. Les films des années 2010 et 20. C'est un peu délicat. Et toi, Marine, cette deuxième suite à Jumanji? Eh bien, en fait, comme toi aussi, Marvin, j'ai du mal à les distinguer. Donc vraiment, il y a des moments ici quand je notais quelques idées, j'avais du mal à savoir quelle idée, quelle scène était dans quel film. Pourquoi est-ce que j'aime bien? J'aime bien parce que je trouve que ici les curseurs au niveau de l'humour sont montés complètement à fond, donc on va beaucoup loin dans l'humour. Je trouve que justement, comme tu disais, les personnages des deux petits papis fonctionnent super bien et amènent une autre touche justement très boumeuse dans
dans le jeu. Donc ça fonctionne pas mal. Finalement, ça parle plus vraiment des thématiques aussi propres à l'adolescence. Finalement, là, on parle beaucoup plus... Un tout petit peu, parce qu'on retrouve Spencer. C'est vrai que je suis vraiment nulle en résumé, mais il retrouve Spencer qui est incarné dans le corps d'une femme, mais qui une espèce de pivoleuse. Mais qui est un peu lui en fille, donc qui râle parce que lui il est venu là, pardon je t'ai coupé mais c'est pour vite resituer. En fait lui il est venu là parce qu'il avait envie de retrouver le corps de Dwayne Johnson et de se retrouver de nouveau un peu badass, de reprendre un peu confiance en lui, et surtout dans le corps d'une fille pas très grande, pas très agile, qui a des allergies quoi, et donc il dit putain c'était pour ça ouais, mais je trouve que là on parle beaucoup plus finalement de l'amitié, enfin ce qui est mis en avant, c'est l'amitié finalement des deux papis, et même leur amitié à eux également, et tiens qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parti tous dans le même sens, c'est laborieux quoi. Exact. Et par contre, il y a une de mes actrices préférées, donc c'est pour ça que j'ai sorti mon téléphone, c'est pour essayer de le prononcer, mais je vais peut-être pas essayer, mais c'est en tout cas justement le personnage de Ming. Moi j'adore cette actrice, vraiment. J'aime beaucoup. Awkwafina, je ne sais pas le dieu, c'est ça. Mais elle joue super bien Spencer. Awkwafina, enfin bref, qui joue dans. Si vous n'avez jamais vu, c'est Crazy Rich Asian, que j'adore. C'est un film de meuf, j'ai envie de dire, avec des Asiatiques qui mettent aussi les curseurs à fond, niveau richesse, niveau vêtements et niveau humour. Enfin bref, j'adore. Elle joue aussi dans un superbe film sur une grand-mère qui va décéder, j'ai oublié le nom. L'adieu, je crois. Ah ouais, l'adieu. Ouais, voilà, c'est ça qui est incroyable. Donc juste pour elle, je conseillerais de voir le film parce que c'est une excellente actrice. Hein. Elle est excellente. Elle est même au niveau de sa gestuelle, de son jeu, au niveau de son visage, je trouve que c'est assez original. Et elle justement, elle a une gueule. Donc vraiment pour cette actrice, peut-être regarder le film, sinon non, il n'a pas tellement d'intérêt. Mais c'est vrai que tu dis niveau gestuel, moi je trouve que quand tu la vois, en fait tu vois direct que c'est Spencer, mais c'est hallucinant comme elle joue bien ce personnage. Et c'est exactement la même chose lorsque elle se retrouve incarnée par Danny DeVito, parce que ça arrive aussi. Oui, tout à fait, ça change également. Oui, parce que ça switch tout le temps. Ça switch sans arrêt, oui. C'est vraiment une très très bonne actrice. Moi de mon côté, toi tu kiffes. Moi j'aime beaucoup ce film. Alors déjà il y a l'idée toute simple de comment faire quand on veut faire une suite, qu'on se dit on prend les mêmes et on recommence. Je trouve que le film est assez astucieux dans sa redistribution des cartes, notamment cette idée de jeu défaillant qui fait que les personnages vont sans arrêt switcher et qu'on va pouvoir jouer sur ce qui était véritablement l'un des points forts, comme je l'ai dit plus tôt, du film, qui est le jeu d'acteur de son casting, et donc de jouer sur le fait que allez, là on va se faire plaisir, on va te faire incarner plusieurs personnages, etc. Là où il y aura des petits défauts, ça tu l'as mentionné Marine, mais il y a vraiment l'idée que comme les enjeux interpersonnels ont été réglés parmi les 4 jeunes, l'idée c'est comment créer une intrigue de l'intime dans le récit d'aventure, parce que c'était ça en fait à la base. Et là effectivement il y a tout un enjeu sur le fait que il y a ces deux vieux qui ne se parlent plus, et en fait à nouveau là je vais spoiler, mais la raison pour laquelle le personnage de Milo revient, c'est parce qu'en fait il sait qu'il va avoir un cancer et qu'il a un cancer et qu'il va mourir, et il cherche à se réconcilier avec son vieil ami, et donc c'est par l'entremise du jeu et les aventures qu'ils vivent que d'une part l'un va pouvoir pardonner à l'autre et donc ils vont devenir amis, et d'autre part que le personnage de Danny DeVito qui trouve que vieillir ça craint, c'est nul, que c'était bien mieux quand il était jeune, et puis d'un coup il va se rendre compte à quel point c'est bénéfique de vieillir, et qu'en fait il termine par une réplique du genre Getting old is a blessing, quelque chose comme ça. Désolé, je l'ai vu en VO moi. Je sais pas. Ouais. Ça, c'était un podcaster intéressant. Intelligent, intéressant aussi. Mais c'est intéressant aussi de se dire ça par rapport même à des personnages qui restent bloqués dans le jeu, justement, et qui, eux, ne vieillissent pas. Alors, effectivement, donc, pour spoiler jusqu'au bout, mais tout à fait, t'as raison. Donc, il y a ce personnage qui a un cancer qui décide, en fait, finalement, de rester dans le jeu à la fin. Pour ne jamais mourir. Pour ne jamais mourir, finalement, il vit un peu ses aventures, puisqu'il considère qu'il a tout réglé. Moi, je trouve ça super beau. C'est le seul truc que je trouve beau du film, c'est que je trouve que c'est... Et ça rend ça prend le seul élément... Enfin, c'est peut-être une facilité, parce qu'en même temps, ça prend le seul élément qui pourrait nous toucher... et qui, en fait, ça va être réglé de façon magique. Mais je trouve ça rare, en fait. Parce que c'est... quand c'est fatal comme ça, c'est rare qu'on trouve une solution, et de trouver une petite solution comme ça, c'est assez magique, c'est assez doux. Oui, et voilà, peut-être juste pour terminer, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de redondance en fait par rapport à certains gags qu'on pouvait avoir dans le premier film. Alors
parfois ça joue sur le comique de répétition et c'est rigolo, comme par exemple la première attaque d'hippopotame qui est censée indiquer que tu peux perdre des vies et puis réapparaître. Là ça peut fonctionner, mais après je trouve qu'il y a quand même pas mal de redondance dans les gags. Marvin parlait de la scène du pont, moi je trouve elle est interminable cette scène de pont quoi. Moi j'aime bien les autruches. Oui, les autruches sont drôles. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait justement dans cet aspect-là, je trouve que l'aspect comique là pour le coup prend un peu trop le dessus, ce qui fait que les séquences d'aventure normalement l'enjeu est vraiment de l'action. À aucun moment je ne le sens dans le film. Même cette espèce de climax lorsqu'il arrive. Alors par exemple pour les décors, là je suis pas d'accord sur le fait qu'on a du mal à distinguer les deux films parce que je trouve que chaque film a ses décors propres. Puisque là par exemple, il prend le contre-pied de dire je vais terminer mon film dans un désert glacé, dans une montagne quoi. Donc ça aussi c'est quelque chose pour moi qui visuellement fait que ça ancre le film dans quelque chose d'autre aussi. Mais par exemple le fait que ce climax qui se passe là, c'est que de la blague en fait. Ça blague énormément et voilà, et donc là j'arrive plus à vraiment être très premier degré sur le film. Ça c'est un peu le problème des blockbusters actuels où finalement on mise énormément sur l'humour mais qu'il y a plus d'enjeu, donc t'es plus pris au niveau émotionnel malheureusement. Mais c'est ça que je dis avec le personnage de Milo, en même temps c'est très beau qu'ils finissent dans le jeu, mais c'est vraiment tu règles le seul élément triste, mais il sera même plus triste en fait parce qu'en fait tout va bien. Tu vois, happy end total, quand même avec le cancer. Ça désamorce un peu. Ouais, ça désamorce tout. Mais j'adore quand même le film. Je tiens à dire, je trouve que les qualités prennent quand même le pas. Voilà. Oui, et moi je trouve toujours que c'est un très bon film d'aventure. Ce que j'aime aussi bien, c'est je trouve que dans le cinéma d'aventure, on ne parle pas tellement finalement de la vieillesse, alors que là c'est la thématique centrale aussi. Pardon, Indiana Jones, j'allais dire, ça aurait pu éviter, mais bon. À part dans le dernier Indiana Jones, mais qui a été fait. Il y a des gens qui trouvent que justement ça a été bien traité la vieillesse d'Indiana Jones. Moi j'ai du mal. Non, moi j'ai pas du tout aimé. On en parlera une autre fois. Enfin non, pitié, non, c'est bon, on s'est déjà tapé des autres. On va pas faire en plus sur le nouvel Indiana Jones. Pitié. Toi t'as bien aimé Vincent. Le dernier Indiana Jones. Bon, on va pas s'apesantir là-dessus, mais non, pas trop. Ah non? Non. Ah ça va alors, tu peux rester dans le podcast. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Je me demandais quelque chose, moi. Est-ce qu'il y a une potentielle suite encore prévue? Est-ce que quelqu'un a l'info? J'espère que pitié, non. J'espère aussi, mais je ne sais pas. Mais je pense que là, ils ont quand même pas raconté, quoi. Ou alors, je pense qu'il y a toujours moyen d'exploiter. Mais c'est ça que je veux dire. Je pense que si ils font encore une suite de suite, ce serait vraiment pour la thune. Parce que... Oui, et puis en fait, vu le concept du film tel qu'il est là à l'heure actuelle, sur l'IA, peut-être. Rien n'empêcherait, même en termes d'écriture, de dire je ne prends pas les personnages de base, mais je garde les icônes du jeu vidéo. Donc tu pourrais très bien refaire un truc avec Dwayne Johnson et compagnie, et puis sortir de nouveaux personnages avec de nouveaux enjeux narratifs et traiter de nouveaux sujets. Ou alors tu ne vas plus dans la jungle et tu retournes un petit peu à ce qui a été fait précédemment et tu remets l'aventure dans le monde réel. Avec l'IA. Bah oui, tu vois, si on veut... Ou avec un jeu de rôle, tu vois. Ils ont pas fait un truc avec des jeux de rôle. Si, il y a des trucs, oui. Non mais pas dans Jumanji, je veux dire. Il y a encore un dernier mot qu'on doit dire. Jumanji, les gars. Un dernier mot. Jumanji. Merci beaucoup pour ce chouette épisode, c'était cool de vous avoir. Merci à vous. Et, c'était le dernier épisode de notre saison 3. Et à bientôt pour une saison 4. Bien sûr, il y a une saison 4 qui se prépare dans les petits papiers et des shorts et des verres en terrasse évidemment. Et des shorts, ça on aime bien ça. Merci beaucoup. Salut. Merci à vous. Salut. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.